Tout le monde a besoin de pouvoir compter sur sa banque. La confiance. L'optimisme. Ça veut dire faire des économies d'argent. J'optimisme. Le plaisir. L'amour. Votre bien-être. Toute la journée, on vous drague, on vous cajole, on vous séduit. Vous êtes bombardé de promesses publicitaires. Chaque jour, vous lisez, regardez, entendez des centaines de pubs. Decathlon à fond la forme. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour vous faire succomber, les marques mettent le paquet. En 2015, dans le monde, les grandes entreprises devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars en marketing. Il y a la face visible, celle que vous devez voir à tout prix. Et il y a l'autre, celle que l'on cherche à vous cacher. Nous avons enquêté sur les méthodes secrètes de ces grandes marques pour vous pousser à acheter toujours plus. Du fin fond de nos boîtes mail aux confins de l'Indonésie, en passant par les caisses de nos supermarchés, derrière les belles promesses, nous avons découvert une réalité très différente. Un marketing sans limite qui empiète sur votre vie privée. Dans la plus grande opacité, les entreprises fichent massivement les Français, souvent à leur insu. Tous les gens qui sont autour de nous, là, sont dans des fichiers. Tout le monde, il y a 100% des personnes qui sont dans des fichiers. Tout l'intérêt, c'est de ne pas leur faire comprendre. Parce que plus les bases de données sont grosses, plus vous vendez et plus vous gagnez de l'argent. Le marché a pris tellement d'ampleur qu'il échappe à tout contrôle. Vous, à Mediapost, est-ce que vous vérifiez vous-même que chaque Français qui est dans vos bases de données a bien donné son accord explicite? Est-ce que vous faites cette démarche? Je ne peux pas vous dire qu'à 100%, on vérifie 100% des bases de manière absolument systématique. Là, on est dans la normalité ou même dans l'illégalité? On est dans l'illégalité, effectivement. Il y a un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques qui sont contraires à la loi. Nous avons découvert que derrière les cartes de fidélité se cache un moyen imparable pour tout connaître de votre intimité. Avoir des cartes de fidélité, c'est un petit peu un pacte avec le diable, mais on y trouve notre compte. La marque est vraiment au plus près de la consommatrice, dans l'intimité de la consommatrice. Et de temps en temps plus proche que c'est proche. Lorsqu'il s'agit de gagner de nouveaux clients, tous les coups sont permis. Le problème, c'est que ces coups, c'est vous qui les recevez. Pour vous faire payer un maximum, certaines firmes imposent leurs lois dans le plus grand secret. Et c'est le jackpot assuré. On paye tous pour l'iPhone parce que les contraintes imposées par Apple ont poussé vers le haut le prix des abonnements mobiles. Quand le marketing vous attaque au portefeuille, on a beau multiplier les demandes d'interview, il n'y a plus personne pour assurer le service après-vente. Bonjour, Monsieur Cani. Élise Lucet, France 2. Je vous entendais parler d'Apple, là, vous y avez passé 13 ans. Est-ce que vous connaissez ces documents confidentiels qui détaillent les conditions qui ont été imposées par Apple aux opérateurs français entre 2008 et 2012? Vous étiez à Apple à ce moment-là, 2008-2012, vous êtes parti en 2012? Ça s'appelle un guet-apens, j'étais arrivé en Non, pas du tout, c'est pas un guet-apens, c'est une interview. Vous voulez pas répondre à mon interview? Parfois, c'est encore plus grave. Certaines sociétés optent pour des stratégies marketing qui peuvent mettre en danger la santé des consommateurs. Elle a 2 ans. Elle est malade sans arrêt. Elle ne marche toujours pas. Elle pèse 4,5 kg. Nous avons débusqué les entreprises qui abusent de votre confiance et s'attaquent à votre porte-monnaie, à votre vie privée et même à votre santé. Exceptionnellement, Cash Investigation remet un peu de réclame après le 20h. Mais c'est pour votre bien. Ce soir, nous vous révélons ce que la publicité ne vous a jamais montré. Vous ne pouvez pas les éviter. Vous êtes démunis, impuissants. Ces courriers électroniques reçus chaque jour dans votre boîte mail. Des dizaines, des centaines, alors que vous n'avez rien demandé. Thomas Cook vous propose un jeu concours, un voyage au Club Med à la clé. Les animaux assurent votre animal de compagnie pour 8,60 € par mois. Nature Alliance vous promet de perdre 3 kilos en 6 jours. Efficace. Dans votre boîte aux lettres, c'est pareil.
Tous les jours, des pubs, des prospectus, des courriers commerciaux adressés à votre nom. Et quand vous êtes tranquille chez vous, c'est le téléphone qui sonne. Pour des fenêtres toutes neuves ou un système de vidéosurveillance, de quoi devenir fou. Tous ces courriers, ces mails, ces coups de téléphone n'arrivent pas chez vous par hasard. Vous êtes ciblés. Les premiers à être dans le collimateur sont les seniors. Ah, les seniors. Ceux que les marketeurs de France et de Navarre s'arrachent. Ceux qui transforment l'eau en vin et le plomb en or. Il y a même des salons commerciaux qui leur sont spécialement dédiés. Ils sont de plus en plus nombreux, les seniors. 20% de plus qu'il y a 10 ans. Fini le spleen de la retraite. Le déambulateur aux oubliettes. Rouler vieillesse. Les nouveaux seniors sont rock'n'roll, ils s'éclatent. Et à défaut de poser la main sur leur canne, ils la mettent au portefeuille. La moitié des dépenses de consommation est faite par cette tranche d'âge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, service à la personne ou financier, assurance, voyage ou santé, tout le monde courtise les seniors. Et quand on se laisse aller, tout vient naturellement. Mais comment les entreprises font-elles pour connaître leur âge, adresse, courriel, numéro de téléphone, afin de les cibler? Ces données personnelles sont-elles récoltées en toute légalité? En voulant répondre à ces questions, nous faisons une découverte. Aujourd'hui, il est possible d'acheter sur Internet des listes de seniors, avec leurs coordonnées et des informations très précises. Si, ça existe. Sur le site de cette entreprise, il est même possible de choisir les critères. Un jeu d'enfant. Nous demandons des seniors qui habitent en région parisienne, près de Lyon ou de Toulouse, qui ont contracté un crédit, qui sont divorcés et ouvriers. Et pour seulement 73 €, nous recevons notre liste par email, une centaine de noms. Un fichier de seniors, avec toutes les informations que nous avons demandées, et d'autres très personnelles. S'ils ont ou non une assurance vie, des actions, un revenu foncier, et surtout leur adresse et leur numéro de téléphone. Nous voulons savoir si ces Français savent qu'ils sont fichés avec autant de précision. Nous nous rendons au sud de Paris. Grâce à tous ces détails, ce n'est pas compliqué de les retrouver. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Ron ou pas? Ouais. Ah, vous êtes Dominique? Ouais. Je suis journaliste pour France 2. Je peux vous voir 30 secondes ou pas? Allez, rentrez, c'est le bordel. Vous êtes musicien? Ce monsieur, un musicien à la retraite, cueilli au milieu de sa sieste, est la première personne sur notre liste. Nous sommes arrivés chez lui à l'improviste. Il confirme toutes les informations du fichier. Vous avez 63 ans? Ouais. Vous n'avez pas de revenu foncier? De revenu foncier, non. Et vous êtes divorcé? Je suis divorcé. Bon. Tout juste. Il découvre cette liste, mais ça a plutôt l'air de le faire sourire. Résigné face aux coups de fil commerciaux à répétition. Allô, ouais. Ah, quelquefois, c'est juste bip. Ça arrive souvent aussi. Y a rien. Nous continuons notre tour du voisinage. À chaque fois, les informations se révèlent exactes. Votre père, il a 53 ans? C'est ça. Il est ouvrier? Ouais. Est-ce que vous êtes monsieur Pietron? Vous êtes à la ligne 4, je crois. Ça vous met un peu mal à l'aise de voir qu'il y a des gens qui peuvent se procurer ces infos sur vous? Oui, ça me paraît bizarre. Enfin, ouais. Ça m'inquiète pas, mais ça me paraît bizarre, oui. Nous avons interrogé 50 personnes. Aucune ne savait qu'elle était fichée. Monsieur Bouisset n'échappe pas à la règle. Et vous avez... Attendez, vous me dites pas? Vous avez 54? Ouais. Pourquoi c'est déjà marqué? Bah, c'est déjà marqué. Et c'est marqué par qui? Bah, c'est ça la question, en fait. Vous avez une assurance? Ouais. Un PEA, vous avez aussi, non? Oui, il me semble, ouais. Ah ouais, c'est marqué sur la fiche aussi. Ah ouais. Et en revanche, vous n'avez pas d'action? Non. Et votre profession, c'est ouvrier? Je suis taxi. Taxi, donc c'est ouvrier artisan. Je suis plus taxi. Vous êtes plus taxi? Je suis malade. Et situation familiale, vous êtes divorcé? Divorcé, ouais. Bon, bah, tout était marqué sur la fiche. Déjà? Ouais. C'est incroyable. Ça vous fait bizarre ou pas? Bah ouais.
C'est privé, hein, ces données. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été démarché par d'autres entreprises? Oh ouais, plusieurs fois. C'était toujours pour les fenêtres, vous savez. Ouais. Les mutuelles aussi. Ah, des mutuelles pour la santé? Ouais. En moyenne, par jour, c'était jusqu'à combien d'appels? Ça allait à 2, 3. Et vous en avez pas ras-le-bol? Bah si, j'en ai ras-le-bol, ouais. Même Monsieur Raphaël, son voisin, qu'il connaît depuis 20 ans, n'en savait pas autant sur lui. Je sais quel âge il a 54 ans. Je sais qu'il loue son appartement, parce qu'il n'est pas propriétaire. L'assurance, le fait qu'il ait un PEA, c'est incroyable, hein. Qu'il n'ait pas d'action, et il est profession ouvrier et divorcé. C'est vrai, ça? Ah bah même vous apprenez. Mais moi, je suis pas marqué dessus. Non, vous n'êtes pas marqué, mais même vous apprenez des choses sur Monsieur Bouisset. Oh bah, je sais pas mal de choses, mais enfin. Ah ouais, il a été divorcé, tout ça. Et vous avez des enfants? Bah oui. Des retraités paisibles, qui respectent l'intimité de chacun. Et à l'autre bout du fil, des entreprises ultra renseignées qui les connaissent mieux que les plus anciens de leurs voisins. Mais alors, qui est à l'origine de ces fichiers? Sur le site internet où nous les avons achetés, nous trouvons l'entreprise qui les a constitués. Elle s'appelle Profil Senior. Officiellement, cette société réalise des études et des enquêtes d'opinion sur les personnes âgées. Nous prenons rendez-vous avec son directeur au siège de la boîte, dans l'Essonne, en pleine campagne. Pas facile à trouver. Bon alors, pour venir chez nous, quand vous êtes dans la forêt, vous tournez à droite, à gauche, encore à droite. Et quand vous sortez de la forêt, il y aura un petit village, hein, un hameau, quoi. Vous traversez le petit village. Vous n'hésitez pas. Vous continuez jusqu'à l'église. Vous laissez la petite église sur la gauche. Et après, vous affolez pas, il y a un chemin en terre. Vous le prenez. Mais faites attention, il y a toujours un randonneur qui traîne, hein. Voilà, vous prenez le chemin en terre, vous continuez toujours, et c'est ici. Bon, pas vraiment la Silicon Valley, mais un corps de ferme. C'est donc là que les listes de consommateurs sont constituées avant d'être revendues aux entreprises qui veulent faire du démarchage par téléphone. Quelques employés en plein travail, et Michael Saillant, le patron, nous accueille. Comment diable a-t-il récupéré toutes ces informations sur les seniors de notre liste? On s'est procuré un fichier avec des noms. Il y a l'adresse, le numéro de téléphone. Et après, on a des informations qu'on ne supposait pas qu'on pouvait trouver. Revenus, assurance, PEA, actions, profession. On sait qu'ils sont divorcés et on sait s'ils sont propriétaires ou pas de leur logement. Je me suis demandé comment on pouvait trouver des informations qui soient aussi précises, je dirais, sur les gens. Oh bah, c'est des fichiers qui doivent venir d'informations déclaratives, j'imagine, ouais. Par les personnes elles-mêmes, quoi. Et ça veut dire quoi, déclaratif, alors? Déclaratif, c'est-à-dire que les gens déclarent à un moment ces informations-là, quoi. Mais comment, du coup? C'est ça ma question. Bah, par téléphone, probablement. C'est-à-dire que qui les appelle, dans quel cadre il les donne? Bah, il les donne dans le cadre d'une enquête. Donc c'est Profil Senior qui appelle ou pas? Bah, ces personnes-là, elles sont forcément appelées par le nom de la société, donc la société elle est identifiée auprès de ces personnes-là, Profil Senior. Ensuite, elles répondent aux questions. Il y a tout un tas de préliminaires. Et ensuite, ces informations-là, elles remontent pour la société, mais... Vérifions. Il y a une entreprise qui s'appelle Profil Senior. Profil Senior. Et dont c'est le métier. Et eux, ils nous ont dit qu'ils avaient appelé les gens pour faire des enquêtes téléphoniques et vous poser les questions. Et que vous aviez donné votre accord pour faire partie de ce genre de fichier. Non, je n'ai jamais donné. Vous avez jamais eu ce genre de coup de fil? Non, et puis je pense pas que j'aurais répondu à des questions comme ça. Monsieur Bouisset n'est pas le seul. Les 50 personnes présentes sur la liste et que nous avons contactées ont eu la même réponse. Profil Senior, ça me dit rien du tout, ça. Non, ça me dit rien. Non. Non, du tout, non. Profil Senior, non. Non, je la connais pas, je ne veux pas la connaître. Non. Vous dites que les gens, ils l'ont donné? Ah bah, oui, c'est sûr et certain. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. Non, mais... On a appelé les gens et personne ne se souvient d'avoir donné ces données, je dirais. Qui sont quand même assez précises quand on voit qu'ils sont divorcés, etc. Et les gens, du coup, ils sont surpris qu'on puisse avoir ces données-là sur eux. Oui, ils l'ont forcément donné. Hein. C'est des personnes qui ont eu un appel téléphonique dont on doit pouvoir retracer la date de l'appel et tout ça. Hein, Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons demandé à Michael Saillant de nous fournir les traces de ces appels,
afin de vérifier si les personnes ciblées ont bien été contactées par sa société. Sans succès. C'est souvent le cas dans ce secteur très opaque. Difficile de savoir comment des Français se retrouvent fichés et si tout cela est bien légal. En tout cas, sur son site, Profil Senior précise que tout est fait dans le cadre de la loi. D'ailleurs, elle affirme respecter scrupuleusement les règles de la CNIL. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En matière de données personnelles, c'est le shérif des entreprises. Dès que notre vie privée est en jeu, c'est elle qui fait régner la loi. Toute entreprise qui détient un fichier de Français doit le signaler à la CNIL. En échange, elle obtient un numéro de déclaration censé faciliter les contrôles. Profil Senior affiche bien un numéro sur son site, ici. Pourtant, la CNIL, que nous avons contactée, affirme qu'elle n'a jamais entendu parler de Profil Senior. C'est ce qu'elle nous révèle dans ce courriel. S'agissant de la société Profil Senior, aucune formalité n'a été effectuée auprès de notre commission par la dite société. Nous avons récupéré la déclaration d'origine. En fait, le numéro affiché par Profil Senior est celui d'une autre entreprise. Il a été délivré par la CNIL en 1992, il y a 23 ans. Et cette déclaration a été faite pour un fichier qui n'était pas destiné à être vendu. Vous voyez, ça c'est la déclaration de la CNIL, enregistrée en 92. Ça c'est le numéro de... Et ça veut dire quoi ça alors? Non, je sais pas du tout. Comment ça, vous savez pas? Bah non, je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas ce qui a été déclaré exactement au départ. Ah, vous savez pas ce qui a été déclaré? Non, moi j'ai un accord sur quoi ça a été déclaré, mais je peux pas vous dire ce qui était exactement le document de départ, parce que je n'ai pas récupéré ce document-là. D'accord. Et est-ce que du coup, justement, par rapport au métier que vous faites, c'est pas un problème que vous sachiez pas ce qui a été déclaré à la CNIL? Non, parce que je crois pas que l'information qui est récoltée soit utilisée à des fins qui ne soient pas autre chose que celles dont on a besoin pour faire notre métier. Du coup, tout à l'heure, vous me disiez que la CNIL, c'était un peu le gendarme du secteur. Tout à fait. Mais est-ce que ça devrait pas être un peu plus précis dans ce cas-là, si c'est vraiment le gendarme du secteur qui fait son métier? Si, non, mais vous avez raison. Il faut modifier ça, mais oui, bien sûr. Mais comment une telle situation est-elle possible? Que fait la CNIL? Le gendarme est-il bien armé pour protéger les Français face aux entreprises trop indiscrètes? Pour nous répondre, Madame la Présidente, Isabelle Falque-Pierrotin. Vous savez les questions que vous allez me poser, parce que moi je ne les connais pas, vos questions. Ah pardon, on vous a pas dit? Nos questions concernent le fichier de Profil Senior. Il y a 100 personnes qui apparaissent sur notre liste. C'est les 100 personnes qu'on a obtenues parce qu'on a payé 73 €. Si on avait payé plus, on en aurait eu plus. On est d'accord qu'elles ont dû consentir au fait que leurs données soient vendues de manière commerciale. On est d'accord, elles ont dû donner un accord. Il faut bien sûr que les personnes soient informées. Et qu'elles aient donné leur accord. Et qu'elles aient donné leur accord, ou en tout cas qu'elles aient été informées de la constitution de ce fichier et de l'utilisation qui en serait faite. Et le cas échéant, de la revente de leurs données à d'autres. Ça, c'est sûr. C'est vraiment très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'évidemment, on a vérifié. Il y a des numéros de téléphone, donc on a appelé absolument toutes les personnes qui sont sur cette liste. Tous ceux qu'on a réussi à joindre n'avaient jamais, mais jamais entendu parler de Profil Senior. On est dans une situation où il y a, souvent à l'insu des personnes, des échanges de données entre des acteurs extrêmement multiples qui se font sans effectivement que les individus concernés soient nécessairement informés. En l'occurrence, on a eu une majorité des personnes qui sont sur ce fichier en ligne. Qui ne sont pas au courant. Non, qui ne sont pas au courant, mais c'est pas ça, c'est qu'elles se sentent flouées, elles se sentent pillées. Enfin, elles ont un vrai sentiment à un moment qu'on leur a volé une partie de leur identité pour faire du commerce. Je reviens à l'obligation de transparence. Cette obligation de transparence auprès des responsables d'entreprises qui collectent des fichiers, elle est fondamentale. Quand on regarde leur site, ils affichent un numéro CNIL, le 278 389. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en règle pour vous? Non, ça veut dire que ces gens-là ont fait une déclaration
qui a été enregistrée à la CNIL, mais cette déclaration ne vaut pas blanc-seing de conformité. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, en termes marketing, se servent de ce numéro de déclaration pour dire « j'ai une conformité CNIL oui. ». Ce numéro, en fait, c'est pas celui de Profil Senior. C'est pas du tout celui de Profil Senior, c'est celui... Enfin, c'était celui d'une autre entreprise qui a fermé en 2001. Mais Profil Senior, eux, ils affichent toujours ce numéro. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que c'est un tour de passe-passe et qu'on n'est plus du tout dans la légalité. Expliquez-nous, dites-nous. Je n'ai pas d'explication. Enfin, je veux dire, visiblement, ils s'attribuent, je dirais, un numéro d'une entreprise qui a disparu. Ils ne sont pas dans la légalité, on est d'accord. Mais c'est l'expert là qui me parle, parce que moi, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est de ce numéro CNIL, c'est un numéro qui a été attribué, alors je ne sais pas à qui à l'époque, mais c'est tout ce qu'on peut dire sur ce numéro. Alors après, est-ce qu'ils sont dans l'illégalité en affichant un numéro qui appartenait, de récépissé, puisque vous venez de nous le dire, qui appartenait à une autre entreprise qui depuis a fermé ses portes? C'est ça ma question, elle est simple. S'ils affichent le numéro, la déclaration de quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas être dans la légalité, comme vous le dites. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, des entreprises qui commercialisent des données, en l'occurrence Profil Senior en est une, peuvent s'abriter derrière un numéro de la CNIL qui n'est pas le leur, puisque là, pour le coup, c'est clair, c'est pas le leur, et que vous ne voyez rien à la CNIL? Mais nous ne voyons rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne l'avez pas découvert, puisque... Mais on ne l'a pas découvert parce que sur ce cas particulier, on n'a pas été saisi, bien sûr. Pardonnez-moi, madame, mais comment voulez-vous que ces Français vous saisissent? Ils ne sont même pas au courant qu'ils sont sur ce fichier. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que là, on est face à ces Français, c'est nous qui leur apprenons. Mais vous avez tout à fait raison. raison. Sur un fichier Profil Senior que nous avons acheté. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses que l'on peut faire par rapport à des situations de ce type. C'est un... Lorsqu'on en a connaissance, faire appliquer la loi d'une façon ferme et énergique. 2, mettre en place un certain nombre de verrous pour éviter que ça se reproduise. Et il y a également une responsabilisation plus grande des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces entreprises pensent passer entre les mailles du filet. Non, mais vous y croyez, vous, à la responsabilisation un peu plus grande des entreprises? La maturité des individus, y compris des responsables d'entreprise sur ces questions, est quand même en train un peu de changer. Je dirais la période du Far West, vous voyez, dans lequel les données sont finalement une sorte de gisement formidable dans lequel tout le monde peut plonger, elle est quand même un peu en train de se terminer. Là, si c'est pas le Far West, c'est quoi? Bien sûr, non mais c'est un cas particulier. Un cas particulier? À moins que la CNIL ne soit trop solitaire pour faire régner l'ordre dans un secteur économique hors de contrôle. Car face à elle, le marché explose. Un marché machine à cash. Toutes les entreprises s'y mettent et se retrouvent régulièrement dans des salons spécialisés, comme ici, à Paris. Des dizaines de petites entreprises et des poids lourds. eBay, Criteo, Amazon, Google, Microsoft. Le commerce des données personnelles, pour toujours mieux vous cibler, n'en finit pas de grossir. Aujourd'hui, il est estimé à 300 milliards de dollars, 1000 milliards dans 5 ans. Pour être performantes, rendre leur campagne marketing plus efficace, les entreprises sont prêtes à acheter la moindre information sur vous. Tout a un prix. Mais ça, ici, personne n'accepte d'en parler. Alors, pour vous expliquer, cher public, nous nous sommes mis en scène. Dans le rôle de l'expert, Christian-François Viala. Patron d'une start-up, il propose aux consommateurs de les rémunérer en échange de la revente de leurs données. Il connaît parfaitement les tarifs du marché. Face à lui, une jeune première, Anna. Pour Cash Investigation, elle fait ses débuts sur les planches. La scène que vous allez voir ressemble à du téléachat. Mais ne vous fiez pas aux apparences. En fait, c'est plus une tragédie grecque. Votre destin est scellé, vous êtes mis à prix. Anna s'appelle Anna Assouline, et ça a une valeur sur le marché, donc un prix officiel qui est déjà échangé, souvent à son insu. Et donc ce tarif-là est pour le prénom 15 centimes et pour le nom 15 centimes. Et je répète bien, pour chaque utilisation, pour chaque campagne. L'objectif, c'est de récolter de la donnée, mais c'est surtout de pouvoir lui parler. Et il y a différents canaux, dont celui que nous connaissons tous, qui est l'adresse postale. Vous recevez un courrier, des catalogues. Eh bien, ce tarif-là, aujourd'hui, sur le marché en France, c'est 45 centimes. Les autres moyens de vous parler,
vos numéros de téléphone et votre adresse Internet, bien sûr. 15 centimes, à condition qu'elle soit active. Elle a d'autant plus de valeur, l'adresse, que beaucoup d'individus essayent de se désinscrire. On parle des spams, mais plus les gens se désinscrivent, plus cette adresse est active, donc ça veut dire qu'elle a de la valeur. Dans le monde des marketeurs, tout a une valeur. La présence d'un enfant dans le foyer, votre pointure, votre taille de vêtements, votre poids, et même votre passion pour le poney. Un cabinet de conseil estime que pour chaque Européen, les données personnelles échangées valent autour de 600 €. Vous comprenez maintenant pourquoi tout le monde veut vendre vos données, quitte à les récupérer à votre insu, en flirtant avec les limites de la légalité. C'est ce que nous allons découvrir avec l'un des principaux acteurs de ce marché, une entreprise qu'on ne s'attendait pas à trouver dans un salon professionnel consacré à la vente de données personnelles. Derrière un individu, on a besoin de faire le lien entre une adresse postale, une adresse email, une navigation sur Internet, entre un SMS, entre un numéro de téléphone. Une entreprise surtout connue pour sillonner les rues de France. Une entreprise chère à nos cœurs. 9 Français sur 10 lui font confiance. Tout le monde a besoin de confiance. C'est pour cela qu'il y a les femmes et les hommes de la Poste. La Poste avance, la confiance se développe. La confiance se développe? Ah bon? La Poste achète et vend nos données à travers sa filiale Mediapost, en quantité industrielle. Dans sa base, 40 millions d'adresses postales, 26 millions d'emails, 19 millions de numéros de téléphone. Nous avons voulu savoir comment elle se procurait toutes ces données. Mais plus une entreprise sait de choses sur nous, moins elle souhaite que nous en apprenions sur elle. Il nous en a fallu du temps pour qu'un ancien responsable de l'entreprise accepte de nous rencontrer. Ce témoin veut bien nous raconter l'envers du décor de Mediapost à une condition, qu'on ne sache pas qui il est. Accrochez-vous, ça donne le vertige. Il peut y avoir combien de personnes dans un fichier de... Ça va de 2 personnes à 30 millions de personnes. Ah ouais. Là, par exemple, autour de nous, là, on peut imaginer qu'il y a pas mal de monde. Ils sont tous dans un fichier quelconque. Tout le monde, tous les gens qui passent là ce soir, ils sont dans un fichier. Ils sont chez leur banquier, ils sont à la FNAC, ils sont sur leur carte Total, ils sont chez Amazon parce qu'ils ont commandé, ils sont chez l'épicier du coin parce que de temps en temps, il leur fait une ristourne. Il y a 100% des personnes qui sont dans des fichiers. Chez Mediapost, vous vendiez à qui? Je vendais aux e-commerçants, à la grande distribution, à Nestlé, Carrefour, Auchan, à la grande consommation, toutes les marques. Sans discrimination. Vous allez dans un centre commercial, vous prenez les 100 boutiques, il y en a 90 qui ont déjà fait ces opérations-là. C'est quoi une demande typique? Bonjour, je voudrais 200 000 personnes qui veulent acheter des voitures dans les 3 prochains mois et qui ont une famille avec des enfants pour les mettre dans la voiture. Ça, je vous le trouve dans une quart d'heure. Comment la Poste se procure-t-elle ces données personnelles? L'info n'est pas publique. On a cherché longtemps. Et puis, on a rencontré un postier sympathique, prêt à nous remettre un pli confidentiel. À l'intérieur, une liste d'entreprises qui vendent des informations sur les Français à Mediapost. Dans cette liste, qui date de 2010, une cinquantaine de sociétés. On y retrouve des enseignes comme GoSport, des sites de vente en ligne comme Mr Good Deal. Le bon deal, c'est Mr Good Deal. Ou Cdiscount. Cdiscount aujourd'hui, c'est le leader du e-commerce en France. 10 millions de clients. Une chaîne de télé concurrente, une grande maison d'édition et des comparateurs sur Internet comme Assureland. Assureland.com, le comparateur d'assurance. Mais comment ces entreprises ont-elles récupéré nos données? Regardons justement de plus près Assureland. Sur son site, l'entreprise se présente comme un courtier en assurance. Nous prétextons vouloir assurer une voiture, la magnifique Fiat Doblo. Nous devons fournir beaucoup d'informations. Certaines sont clairement en rapport avec notre demande de devis d'assurance. D'autres nous paraissent plus éloignées, voire carrément incongrues. L'âge du conjoint,
si vous habitez dans un appartement ou une maison, si vous êtes propriétaire. Et ce n'est pas tout. Sous prétexte de nous envoyer d'autres devis, le site nous demande aussi nos coordonnées. L'assurance, son business model, c'est même de faire de la donnée. C'est pas d'être assureur, c'est de faire de la donnée. Donc voilà, il faut qu'ils fassent de la donnée. Donc ils créent des modèles pour que les gens s'enregistrent et disent je veux une assurance voiture, je veux une assurance scooter. Dès qu'on a besoin des données d'Assureland, on va aller piocher dans les elles sont déjà, oui, elles sont déjà là. Oui, elles sont physiquement dans des data centers et elles sont, on peut les tirer toutes les secondes et les envoyer à d'autres clients. Et comment est rémunéré Assureland? Assureland est rémunéré dès qu'on va... Dès qu'on va sortir ses data à lui. Vous faites une opération de 100 000 personnes, dedans il y a 20 000 d'Assureland, et à chaque fois qu'elles sont vendues, vous avez un flux d'argent entre Mediapost et Assureland. Une fois récupérées par la Poste, toutes les informations sur les Français sont stockées dans un data center comme celui-ci. À l'intérieur de ces machines, des millions d'informations sur les consommateurs. C'est parfaitement légal, dès lors que vous donnez votre consentement en cochant la petite case. La petite case? Mais oui, vous savez, cette toute petite case qu'on ne voit qu'à la loupe, en caractère patte de mouche. Déjà, il faut la trouver, la case. Et puis même quand vous la trouvez, vous ne savez jamais vraiment s'il faut cocher pour accepter, ou décocher pour accepter, ou cocher pour ne pas accepter. Enfin, on ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez dit oui, parfois même sans le savoir, c'est trop tard, vous êtes pris au piège. Ils ne comprennent pas forcément à quel point ça va être revendu derrière. Ils ne comprennent pas, ils savent pas. Non, ils ne comprennent pas pourquoi on leur dit je vais recevoir de la publicité par nos partenaires, ils ne comprennent pas. Tout l'intérêt, c'est de ne pas leur faire comprendre. Pourquoi vous dites ça? Parce que plus les bases de données sont grosses, plus vous vendez et plus vous gagnez de l'argent. Donc voilà, s'il y avait 3 bases de données avec 20 000 personnes en France, il n'y aurait pas de business model. Aujourd'hui, il y a des milliers de bases avec plus de des millions de personnes dans les bases de données. Donc voilà. Si les gens savaient tout ce qui se passait, ils le refuseraient. Ou en tout cas, ils voudraient sortir de ces bases. Absolument. S'ils étaient un peu mieux éduqués sur ce genre de choses, ils sortiraient sûrement des bases où ils éviteraient d'y aller. Et pour quelle raison? Parce que les gens, ça vous embête pas de recevoir 25 mails par jour et de recevoir 10 coups de téléphone par jour le samedi pour vous vendre des cuisines? Parmi les partenaires de la Poste, certains ont particulièrement retenu notre attention. Nous n'aurions jamais imaginé les retrouver là, sur cette liste. Des ONG, la Fondation pour la recherche médicale, SOS Village d'enfants, une association humanitaire, et même l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Surprenant. Ces organismes, vous les connaissez pour leurs bonnes actions. Isolés, maltraités, menacés. L'aide aux enfants à travers le monde, mais sûrement pas pour la commercialisation de vos informations personnelles. Nous décidons de donner 10 € à chacune d'entre elles. Bon, avouons-le, ce n'est pas par charité. Nous voulons simplement voir comment le secteur caritatif s'y prend pour récolter nos données. Prix de l'honnêteté pour SOS Village d'enfants. Sur son site, nous pouvons nous opposer à la commercialisation de nos données en cochant une petite case. Prix de la réactivité attribué à la Fondation pour la recherche médicale. Sur le site, aucune case à cocher. Enfin, jusqu'à ce que nous appelions pour demander des explications. Ils ont alors rajouté vite fait bien fait une case tout en bas du formulaire, ici. Avant, pas de case. Après, une case. Prix de l'oubli pur et simple pour l'UNICEF. L'organisation, elle non plus, n'a pas la case nécessaire pour recueillir le consentement des donateurs. Et nos coups de fil n'ont rien changé. Or, c'est une obligation légale lorsque l'on veut commercialiser des données personnelles. L'UNICEF est donc dans l'illégalité. Nous sollicitons l'organisation pour une interview. Elle nous confirme qu'elle a bien travaillé avec la Poste. Pour la CNIL, le gendarme des données personnelles, ces violations de la législation sont-elles à nouveau des cas particuliers? Nous présentons à sa présidente la liste des partenaires de la Poste. On retrouve dedans la Fondation Recherche Médicale, SOS Village d'enfants, UNICEF. Donc on se dit des associations
vendent leurs fichiers clients à la Poste? C'est possible. C'est possible, mais Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me surprend, mais il y a peut-être une raison. Encore une fois, il faut regarder au cas par cas. Bah, plutôt commercial qu'autre chose, la raison, non? Oui. Peut-être que, enfin, dans les fichiers je dirais des associations concernées, il y a une disposition lorsque vous entrez dans le fichier disant que vous autorisez le responsable du fichier à vendre ces données aux partenaires de la fondation. C'est pas la Fondation de France, mais c'est non, Fondation Recherche Médicale, SOS Village d'Enfants. Je veux dire, il faut regarder ensuite chacun de ces fichiers pour on l'a voir fait. Si c'est possible, entre guillemets, d'avoir une revente à des tiers. Évidemment, on l'a fait. Et alors, on a commencé par l'UNICEF. Dans les conditions générale d'utilisation, voilà le document de l'UNICEF. Vous l'avez ici. Donc c'est écrit, hein, nous nous engageons également à ne pas vendre ou céder ces données. Et quand on va un petit peu plus loin, c'est écrit là, elles ne sauraient être, ces données, elles ne sauraient être utilisées par un tiers pour un tout autre usage, notamment pour un usage commercial ou pour un quelconque démarchage. Le constat, c'est que, je dirais, cette culture informatique et liberté, elle n'est pas suffisamment présente en France. Et qu'effectivement, il y a un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques qui sont contraires à la loi. D'accord. Donc là, on est dans la normalité ou même dans l'illégalité. On est dans l'illégalité et je pense, malheureusement, compte tenu, je dirais, les données, il y en a partout. Oui. Des cas tels que celui que vous avez mentionné, il y en a peut-être de nombreux. Donc ce qu'il faut, c'est aussi faire de la pédagogie, faire de la publicité, faire de la médiatisation pour faire comprendre aux gens que l'ère, entre guillemets, du Far West sur la donnée est terminée. Là, manifestement, c'est pas compris, hein, parce que c'est peut-être plus le Far West pour vous, mais il y a encore il y a des progrès à faire. Beaucoup de cow-boys et d'Indiens dans la nature. Hein. C'est clair. Bon, à ce stade, on s'est dit qu'il fallait en appeler aux esprits de la Grande Plaine pour espérer interroger la direction de la Poste. L'équipe de Cash s'est donc réunie pour une petite danse du feu, histoire d'attirer leur attention. Après de longues semaines d'incantation, ça marche. La Poste finit par ouvrir ses portes. Avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros dans ce secteur, l'entreprise est l'un des plus importants revendeurs de données en France. Pour répondre à nos questions, Sonia Scharfmann, secrétaire générale de Mediapost. Elle est responsable de la commercialisation des données personnelles à la Poste. La plupart des Français l'ignorent complètement, mais la Poste, avec sa filiale Mediapost, dans laquelle vous travaillez, est un des acteurs majeurs du commerce de données en France. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous exploitez à des fins commerciales les données personnelles de nombreux Français? Le métier du ciblage marketing consiste effectivement à rassembler des informations quand les gens ont été consentants. Si on a l'âge des enfants, c'est que quelqu'un nous l'a donné. Les gens sur qui on sait des choses, c'est qu'ils nous l'ont permis. Ils se sont inscrits sur des programmes. Certaines. J'en suis certaine. En tout cas, c'est la déontologie qu'on s'impose à la Poste. Ouais. Je pense que par rapport à d'autres acteurs du marché, c'est vraiment notre marqueur fort. C'est qu'on a vraiment la volonté d'être un acteur responsable sur ce sujet-là. Ce qui est important, c'est que le consommateur soit averti et consentant. D'accord. Vous, à Mediapost, est-ce que vous vérifiez vous-même que chaque Français qui est dans vos bases de données a bien donné son accord explicite? Est-ce que vous faites cette démarche? Non, je ne peux pas vous dire qu'à 100%, on vérifie 100% des bases de manière absolument systématique. Normalement, ça a dû être fait avant par l'annonceur qui nous... Est-ce que ça vous suffit, le normalement? J'ai pas de réponse blanc ou noir sur le sujet. Est-ce que c'est légal, ça, d'utiliser des données personnelles de Français sans avoir vérifié qu'il y avait un accord explicite? Est-ce que c'est légal? Alors, la législation française prévoit effectivement le consentement. Donc, si le consentement sur ces bases de données n'est pas effectué, non, c'est pas légal. Quelles sont les entreprises qui vous fournissent des données personnelles? Avec qui vous travaillez? Alors, on travaille avec tous les grands du secteur de la grande distribution, les grands annonceurs. Je ne vais pas vous citer le nom de nos clients. Pourquoi? Secret des affaires. On est plusieurs sur le marché. On se doutait un petit peu de votre réponse. Alors, on a un document. On a fini par obtenir une liste d'entreprises qui vous ont fourni des données personnelles. Donc, on la lit ensemble. Assureland, Cdiscount, Hachette, Numérica, Mr Good Deal, tous ces grands groupes qui sont là sur cette liste. Vous leur avez dit, quand vous achetez leurs données, tous les gens qui sont sur vos sites, ils ont bien donné leur accord. Oui. Vous vous en assurez? On s'en assure.
Il y a autre chose qui nous a beaucoup étonné dans cette liste, c'est qu'il y a des ONG. Alors, on va regarder ensemble. Ici, il y a Fondation Recherche Médicale, la SOS Village d'Enfants et la UNICEF. Donc, ces ONG, elles vous fournissent aussi des données personnelles. Ces ONG nous fournissent aussi des données personnelles. Ça veut dire que n'importe qui peut utiliser ces données qui viennent d'ONG dans un programme commercial, il n'y a aucun souci. Que ce soit, on va dire, pour des crédits, des vérandas ou des baignoires à porte. On respecte le choix de nos clients. Moi, je me mets à la place du donateur qui va sur le site de l'UNICEF. Je remplis toutes mes données personnelles et ensuite, je vois sur le site que l'UNICEF dit « Nous nous engageons également à ne pas vendre ou céder ces données ». Manifestement, ce n'est pas vrai, puisque l'UNICEF, il se retrouve dans votre liste d'entreprises qui vous fournissent des données. Alors, moi, je vais vous dire, nous, on respecte effectivement le contrat qu'on a avec notre client, que nous, on a avec notre client, l'UNICEF. Oui, mais enfin, vous utilisez pour l'UNICEF des données qui n'ont pas été collectées légalement, puisque les consommateurs n'ont pas donné d'accord explicite. Et quand l'UNICEF vient nous voir en nous demandant de travailler avec lui, on travaille avec lui dans le cadre, effectivement, d'un contrat qu'on a passé ensemble. Non, mais ça, alors, effectivement... Mais vous ne vérifiez pas que le consentement a été recueilli de manière normale. Alors, effectivement, on s'efforce de le faire. Force est de constater que c'est pas fait dans 100% des cas. Après cette interview, l'UNICEF nous envoie un courriel. L'organisation nous annonce que désormais, elle ne commercialisera plus les fichiers de ses donateurs. Par ailleurs, elle vient de rompre son contrat avec la Poste. Mais avec l'entreprise publique, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le sympathique postier qui nous informe nous dépose un autre pli rempli de documents. Il s'agit d'une présentation commerciale que Mediapost remet à ses clients. À la page 4, l'argumentaire de vente. L'expérience, ça, on s'en doutait. Mais surtout, plus surprenant, une connaissance du terrain pointue grâce à son réseau de distribution. Les postiers collecteraient-ils lors de leur tournée des informations sur les Français à des fins commerciales? Mediapost a une connaissance terrain pointue grâce aux remontées des réseaux de distribution. Ah, c'est les postiers. C'est quoi les réseaux de distribution? C'est les postiers. Les postiers, ils mettent dans les boîtes aux lettres toute la journée. Donc ils savent très bien s'il y a 3 interphones, si c'est un superbe immeuble haussmannien parisien ou si c'est une villa à la campagne. Donc ils peuvent caractériser la typologie des gens là-dedans. Comment ils font remonter l'information, les postiers? Ils vont remonter des informations terrain sur des adresses postales. Donc je donne le courrier, je sais que c'est un immeuble haussmannien, je sais qu'il y a 5 habitants dedans et je sais que donc c'est du revenu CSP+. Donc ils remontent des données terrain et ensuite après ils communiquent sur mon siège et tout ça part dans les bases de données. Ah, elle a bien changé, la Poste. Où sont passées les bicyclettes, les bérets, les casquettes? Où est passé Monsieur Jamais dans la Creuse, le facteur fan de Raymond Poulidor qui ne voulait pas abandonner son vélo pour une mobilette? Selon un sondage de la Sofres, postier, ce serait le 2e métier préféré des Français. Parce que les postiers, nous leur faisons confiance tous les jours pour transporter nos messages les plus précieux. Je fais le serment de remplir avec conscience, honnêteté et probité les fonctions qui me sont confiées. Je m'engage. Depuis la Révolution française, les postiers prêtent serment. Ils jurent d'être honnêtes et de ne pas ouvrir vos lettres. Toutes ces années, le postier a changé d'uniforme. Il aurait donc aussi changé de métier. D'ailleurs, la Poste s'apprête à lancer un tout nouveau service. Il s'appelle Faciléo. Désormais, les facteurs vont directement collecter les données sur les usagers pendant leur tournée afin de les revendre à des entreprises. Ce nouveau projet est détaillé dans ce document commercial destiné aux futurs acheteurs de données de la Poste. Avec 100 000 postiers dans toute la France, c'est une armée d'informateurs à bicyclette ou en kangou qui sera prête dès demain à collecter des informations sur nous. Les nouveaux services des facteurs, chaque jour, partout, pour tous. On s'est procuré un document qui est là. Et vous revendiquez une connaissance terrain pointue grâce aux remontées de notre réseau de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, les remontées de votre réseau de distribution?
On est dans le cadre de bases de données qui sont anonymes. C'est extrêmement important, hein. Ça n'est pas un détail. On vend le code postal, la commune et le nom de la rue. D'accord. Est-ce que vous nous assurez solennellement ici que les facteurs ne transmettent jamais des informations sur les gens qui sont sur leur tournée? Ah oui, je peux vous l'assurer. D'accord. En tout cas, c'est les directives du groupe. D'accord. Est-ce que vous connaissez le service Faciléo? Ça vient de chez vous, hein? Alors, c'est un nouveau service qui est mis en place en ce moment par la Poste. Bon, franchement, vous ne faites pas beaucoup de publicité dessus, hein. Mais en cherchant un peu, on l'a trouvé. Et ça, c'est la présentation commerciale de ce service Faciléo. Dès la première ligne, l'objectif est décrit « Améliorer votre connaissance client ». Oui, juste en dessous, c'est écrit « En enrichissant votre base de données ». Et ensuite, c'est écrit « Grâce à la collecte par le facteur d'informations stratégiques pour votre entreprise en contact direct avec votre cible ». C'est écrit là. Joli. Écoutez, je suis très étonnée, je vais me renseigner. Jusqu'à présent, les facteurs, effectivement, mais je pense que c'est une consigne nationale, hein, ne collectent pas de données sans votre consentement, mais même avec votre consentement. Le facteur, il distribue le courrier. Point à la ligne. C'est clair, là. Le facteur, on est bien d'accord, là, il fait de la collecte de données pour les entreprises, là, avec Faciléo. C'est ce que je lis. Hein. C'est ce que vous découvrez? Je découvre comme vous, donc, comme... D'accord. Bon, on continue. En dessous, il est précisé, les données collectées par le facteur sont de plusieurs types. Questions ouvertes, questions fermées, observations et photos. Vous voyez, c'est écrit là. Je vous crois. Voilà. Donc là, tout à coup, on se dit, attendez, c'est pas Faciléo, là. C'est Espionéo. Je découvre comme vous, donc je vais me renseigner. Est-ce que vous n'abusez pas un peu de la confiance des gens? Parce que ce document, d'ailleurs, c'est vous qui le mettez en avant, hein. Voilà, 92% des Français ont confiance en leur facteur. C'est quelque chose d'énorme pour vous. Et quand on se dit que le gentil facteur à qui tout le monde fait confiance à 92%, et on en fait tous partie, enfin, je veux dire, on a confiance en notre facteur, et ben il fait ça derrière. Effectivement, hein, on a une entreprise dont l'image de marque est basée sur la confiance et sur la responsabilité. Je pense qu'il faut absolument qu'on garde cette image de marque-là, sur laquelle est fondée notre valeur. Ça veut dire que vous êtes contre ce programme? Je vais regarder de quoi il s'agit. Avant d'être contre, je vais étudier. Tenez, hein, on voit que c'est pas très compliqué. Je vais regarder. Je vais regarder. Après cette interview, la Poste nous confirme que les facteurs vont désormais récolter des données personnelles lors de leur tournée. Mais elle assure que ce sera toujours fait avec le consentement des Français. Vous l'avez compris, à force de laisser des renseignements personnels sur Internet, vous, nous, tout le monde est aujourd'hui dans un fichier, sans exception, listé à des fins marketing. Mais quel degré de précision les entreprises sont-elles capables d'avoir sur nous exactement? Jusqu'à quel point peuvent-elles pénétrer notre intimité? Certaines enseignes sont capables d'aller très loin grâce à une chose toute simple. Une carte de fidélité. Vous pensez qu'elle servait simplement à vous récompenser de votre assiduité dans un magasin? Vous avez tout faux. On vous explique. Pour cela, nous nous sommes rendus dans un quartier paisible de Nogent-sur-Seine. Chez les Lacombes. C'est jour de marché. Le rituel est bien en place. Sandrine travaille à domicile. C'est donc son mari, Cyril, qui est de corvée. Les pêches, elles sont pas trop chères à 1,69 €, là, tu veux? Oui, c'est une bonne idée. Bah, nectarine aussi, on va prendre les deux. Nectarine, ouais. Ouais. Poisson, tiens, on pourrait se faire un peu de poisson aussi. Ouais, très bio. Ok. Bah ouais, 13,90, c'est pas trop cher. Tu veux que je prenne la lessive aussi? Oui. Ok. Rigoureusement, ils épluchent le prospectus de leur grande surface. Aucune promo ne leur échappe. Sandrine est aide maternelle, Cyril infirmier. Chez les Lacombes, on ne vit pas chichement, mais on fait un peu attention. Le budget des courses représente à peu près entre 150 et 200 € par semaine. D'accord. Donc vous faites attention? Oui. Ouais, c'est mieux. Le respect du budget, c'est une préoccupation quotidienne. La liste de courses en poche, Cyril met les gaz. Direction l'Hyper. Une fois par semaine, il arpente les allées, remplit son caddie.
sans vraiment se douter de ce qu'il se passe en coulisses, au même moment. Christophe, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te connecter sur un magasin? J'aimerais qu'on regarde Nogent, par exemple. Et qu'on voit ce qui se passe en ce moment en caisse. À Nogent, des dizaines de clients font leurs courses. À Boulogne, au siège de l'entreprise Catalina, William Fèvre, le big boss, suit en direct les ventes du magasin. Vous avez ici un melon charentais, et puis là vous avez le magazine télé, vous avez casse-grain, des haricots verts casse-grain. En quelques millisecondes, les informations récoltées à la caisse arrivent sur les écrans de Catalina. L'ordinateur propose alors des bons de réduction adaptés, imprimés en direct dans le magasin. On peut vérifier en fait les différents produits qui sont achetés là. Encore une fois, là, on ne va pas faire grand-chose de cette information, mais on va pouvoir la stocker et la trier, la ranger, la segmenter et voir s'il y a des éléments intéressants à exploiter pour satisfaire les consommateurs et les marques en même temps. C'est grâce à la carte de fidélité que Catalina peut stocker les informations et surtout les relier aux consommateurs. Car ce qui compte par-dessus tout pour les enseignes, c'est de pouvoir suivre la consommation des clients dans le temps. Chaque semaine, 50 millions de caddies passent sous les lasers des caissiers des magasins du réseau Catalina. La carte de fidélité permet de savoir qui a acheté quoi de manière très détaillée. Là, on peut faire des requêtes, par exemple, ici, sur les porteurs de cartes qui ont acheté des couches sur la dernière semaine. On peut très bien faire ça, oui. Et qu'est-ce qui sort, du coup? C'est des lignes de chiffres qui sortent? Ça va être des numéros de carte de fidélité. Et potentiellement, on peut demander combien de fois ils ont acheté. On pourrait même aller chercher la taille de couche qu'ils ont acheté. Si c'est une couche pour un nouveau-né, un nourrisson, ou si c'est une couche pour un enfant de 2 ans, c'est pas le même code produit. Et donc, on va pouvoir proposer, par exemple, à quelqu'un qui achète des couches pour un nourrisson, des produits pour un nourrisson, des produits de soins, des produits alimentaires. Et puis pour un bébé de 2 ans, là, ça va être différent, évidemment. On pourra même lui proposer, pourquoi pas, des jouets. Donc vous voyez, tout est possible. Ça nous permet d'identifier la cible. Identifier la cible. Voilà le but caché des cartes de fidélité. Les bons de réduction offerts aux Lacombe, environ 20 € par mois, ne sont pas là uniquement pour les récompenser de leur assiduité, mais aussi et surtout pour les pousser à utiliser leurs cartes. Ils se retrouvent complices forcés des entreprises qui scrutent leurs achats pour les connaître par cœur. Avoir des cartes de fidélité, c'est un petit peu un pacte avec le diable, mais on y trouve notre compte aussi. Et le compte, c'est quoi? C'est les ristournes que ça vous... En contrepartie, on a effectivement des réductions. Et ça allège le panier de la semaine. C'est un peu donnant-donnant. Ça nous aide à faire passer la pilule du passage en caisse. Mesdames et messieurs, la grande distribution. Auchan, Leclerc, Intermarché, Super U, Casino, Carrefour. Ces enseignes qui ont accompagné l'histoire de la France depuis les années 50 et où chaque famille a développé ses habitudes. Sympa, ce bonnet de bain. Pratiquement tous les Français vont au supermarché toutes les semaines. Si vous n'y allez jamais, vous faites partie des 2 petits % de la population. Chaque année, environ 10 milliards de caddies passent à la caisse en France. À ce rythme, ça fait pas mal de données collectées. D'autant plus que 9 Français sur 10 ont une carte de fidélité lorsqu'ils font leurs courses dans les supermarchés. Mais que font les distributeurs de toutes ces informations sur nos habitudes de consommation ? Une enseigne nous intéresse plus que les autres, celle qui a la plus importante base de données de la grande distribution. J'optimisme. J'optimisme, oui. Ah, c'est Carrefour. Carrefour, j'optimisme. Pour avoir des précisions sur son programme de fidélité, nous avons demandé une interview à Carrefour. Plein d'espoir. Vous me rappeliez par rapport à ma demande, ouais. Donc, ce sera pas possible. Vous n'avez pas du tout plus d'informations sur les raisons du groupe Carrefour de refuser l'interview? Il n'y a pas de possibilité d'entretien. Par contre, j'ai des éléments sur un programme de fidélité que je peux vous délivrer. À travers le programme de fidélité de Carrefour, les clients qui le souhaitent peuvent bénéficier davantage et d'offres
fidélité afin de réaliser des économies sur leur achat. Lors de la souscription de leur carte Carrefour, les clients... Un mouton. 2 moutons. 3 moutons. Tiens, un joli castor. Ah, si on pouvait partir au soleil. Tiens d'ailleurs, pourquoi pas des acras pour ce soir? Ouais, ben nous, on optimisme pas trop. En France, la grande distribution adore le secret. Alors nous avons joué le jeu, nous aussi. Bien planqués, loin de Paris, nous avons rendez-vous avec un homme qui a travaillé sur le programme de fidélité de Carrefour. Pour qu'il accepte de nous parler, on a même dû lui faire porter un chapeau. Il va nous révéler à quel point les consommateurs n'ont plus de secret pour l'enseigne. Il serait peut-être surpris de voir à quel point on peut modéliser, en fonction des achats et de la répétition des achats, à quel point on peut modéliser un profil et recouper les informations. La surprise est là. On peut connaître le nombre d'enfants d'une femme en regardant, par exemple, combien de fois dans sa vie elle a eu des pics d'achat de couches. Tout à fait. On peut déterminer beaucoup d'autres choses comme ça, ouais. On peut pas déterminer avec certitude la grossesse jeune, mais on peut malgré tout, c'est pareil, il y a des signes, c'est-à-dire on pourrait repérer une consommation d'alcool qui s'arrête. Maintenant qu'on est autorisé à vendre des produits, des tests d'ovulation et des tests de grossesse dans les magasins, ça c'est des données qu'on va utiliser. Vous pouvez connaître des choses que les maris eux-mêmes parfois ne savent pas. Ah oui, ça tout à fait. Oui, ça c'est en plus c'est assez fréquent sur cette catégorie. En fait, la marque est vraiment au plus près de la consommatrice, dans l'intimité de la consommatrice. Oui, tout à fait. Et de temps en temps plus proche que ses proches. Le personnel de votre supermarché fait carrément partie de votre famille. Vous allez toutes les semaines dans votre grande surface, vous faites vos courses en toute confiance, et à la fin vous présentez fièrement votre carte de fidélité. Et paf, la caissière vous connaît mieux que votre mère. Elle peut savoir avant elle si vous attendez un enfant. Imaginez ce qu'une marque peut faire avec cette information. Pour Carrefour, c'est bingo. Ces données valent de l'or. Pour en profiter, il y a 1 an, l'enseigne a d'ailleurs lancé sa propre régie de publicité, Carrefour Média. Le but, commercialiser ces informations auprès des marques pour cibler de nouveaux consommateurs. Nous avons retrouvé le responsable marketing de l'une de ces entreprises clientes de Carrefour Média, un groupe agroalimentaire. Il accepte de nous rencontrer à condition de rester anonyme. Cette fois-ci, on lui a mis un béret. Il y a 1 an, il a été invité par Carrefour à une conférence un peu particulière. Tous les industriels étaient accueillis par des hôtesses. On était amenés à aller prendre un petit déjeuner. Voilà. C'était un petit peu la grand-messe de la régie média Carrefour. Combien de personnes avaient été conviées à cet événement? Alors, on devait être une bonne centaine de personnes. Il y avait beaucoup d'entreprises. Parmi les plus grosses et qui sont intervenues d'ailleurs, Coca-Cola, Bic, L'Oréal, etc. Ce jour-là, toutes les entreprises qui vendent leurs produits chez Carrefour sont représentées, alléchées par une base de clients modèle XXL. Alors, il y a une base de données d'environ 15 millions de personnes, 15 millions de clients Carrefour, pour qui ils ont l'historique des achats sur les 2 dernières années. Donc, pour tous ces clients encartés, les distributeurs peuvent connaître tout ce que ces personnes ont acheté pendant les 2 dernières années. Ces informations-là, elles peuvent aussi être vendues par Carrefour à des marques qui ne sont pas distribuées chez Carrefour. Quand il y a un changement dans la consommation qui peut être la preuve d'un nouvel événement familial comme une grossesse, ces informations-là peuvent être vendues. Je ne sais pas si c'est fréquent, mais ils ont déjà été amenés à le faire. Et alors pour quel genre de clients, ils ont dit? Une marque de voiture. À qui ils ont déjà vendu oui. La base de données, enfin en tout cas donc c'est des informations. Des informations sur des familles qui vont s'agrandir. Voilà, pour qu'elles puissent effectivement cibler ces familles qui pourraient être amenées à changer de voiture. Non seulement les enseignes vous connaissent par cœur, mais elles peuvent prédire ce que vous allez devenir. Carrefour Nouvelle Génération, c'est Madame Irma, sauf qu'elle est plus branchée programmation informatique que boule de cristal. Pour la suite de nos révélations, une petite mise en garde s'impose. Attention, certaines scènes qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Bon,
Peut-être pas, en fait. Mais nous, on ne savait pas trop comment aborder cette question qui touche à l'intimité des consommateurs. Cela arrive souvent à partir d'un certain âge, les petits problèmes de contrôle urinaire. Nous sommes 2 millions d'hommes et de femmes à souffrir d'incontinence aujourd'hui. Ce n'est pas grave, mais c'est plus ou moins gênant selon les cas. Les fuites urinaires, l'incontinence. Un sujet pas facile à aborder. Même si clairement certains sont moins gênés que d'autres. En septembre 2014, Always, la marque de serviettes hygiéniques mondialement connue, lance un nouveau protège-slip et cherche comment cibler de nouvelles consommatrices. Réponse, en piochant dans la base des 15 millions de foyers qui auraient la carte de fidélité de Carrefour. Le but, envoyer dans la boîte aux lettres de centaines de milliers de consommatrices un petit coupon les invitant à tester le nouveau produit. Comment on fait pour découvrir des femmes qui sont incontinentes ou qui seraient incontinentes? Il y a plusieurs signes qu'on peut chercher et qui sont des traceurs en fait. On peut chercher l'âge, c'est un des principaux. On peut chercher par exemple aussi le nombre d'enfants. Parce que là, les grossesses et les grossesses répétées sont une des sources connues d'incontinence. En fait, Carrefour peut savoir qu'une consommatrice a des problèmes d'incontinence, même si elle ne consomme pas de produits d'incontinence. On peut le savoir, oui. Grâce à ses consommations annexes et en recoupant avec ses données personnelles. Imaginez une personne de 60 ans, ménopausée, consomme toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des produits d'hygiène féminine classique, c'est-à-dire des serviettes utilisées normalement pour l'hygiène menstruelle. Si on sait que dans son foyer, elle n'a pas de fille en âge d'avoir ses règles, on sait qu'elle les utilise donc pour elle, et que donc, avec sa consommation, qu'elle en utilise par exemple 30 par mois, donc on sait qu'elle utilise des serviettes conçues pour l'hygiène féminine, qu'elle met tous les jours pour des problèmes de fuite urinaire. Là, on est clairement dans l'intime. Carrefour pourrait donc connaître vos secrets les mieux gardés. J'optimisme. Mais c'est un jeu dangereux pour les enseignes. Cette fois-ci, selon notre interlocuteur, Carrefour et Always redoutent de faire peur aux consommatrices. Juste avant la sortie en magasin du nouveau protège-slip, les 2 marques auraient décidé d'abandonner le ciblage prédictif, trop précis. Il se trouve que la catégorie de produits pour incontinence, c'est quand même une catégorie qui est très sensible. Et que on avait la volonté de ne pas être intrusif. C'est-à-dire de ne pas aller agresser certaines personnes, qu'elles aient un sentiment d'agression en leur envoyant des produits et en leur signalant qu'elles ont potentiellement une situation, un problème, alors qu'elles-mêmes n'en sont pas forcément conscientes. Carrefour et Always auraient fait marche arrière. Mais la démonstration est faite. L'enseigne est capable de prédire ce que vous allez consommer, parfois même avant que vous ne le sachiez. Cela n'irait-il pas un peu trop loin? Comme l'enseigne refuse toujours de nous recevoir, nous trouvons une conférence sur le marketing à laquelle est convié un responsable de Carrefour. Nous plaçons tous nos espoirs en cet homme, ici, de dos, Michel Bélanger. De face, il ressemble à ça. En tant que directeur marketing de Carrefour Média, il sait parfaitement à quel point les données récoltées grâce aux cartes de fidélité sont précises. L'organisation refuse la présence de nos caméras. Nous attendons patiemment la pause café. Bonjour, monsieur Bélanger. Je voulais vous poser des questions sur votre carte de fidélité, le système de carte de fidélité de Carrefour. C'est un vrai succès pour vous, non? Alors, moi, je travaille pour la régie publicitaire et pas pour l'annonceur. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous adresser à l'annonceur. On a tout fait, monsieur Bélanger. Tout fait. On a appelé tout le monde. C'est pour ça qu'on vient vous voir jusqu'ici. Il faut vous adresser à l'enseigne. Mais on le fait. On le fait. Je peux pas m'engager pour l'enseigne, vous comprenez bien? C'est quand même... Je suis pas allé voir. Appelez monsieur Georges Plassa. Mais on a appelé tout le monde. On a envoyé des mails à absolument tout le monde. C'est pas Michel Bélanger qui veut m'engager. Pourquoi Carrefour ne veut pas parler de son programme de fidélité? Il y a un problème. On dirait que vous avez un souci sur le fait notamment de vendre les données de tout ce que vos consommateurs achètent. Parce qu'effectivement, il y a 16 millions de personnes, c'est beaucoup de gens. Vous savez ce qu'ils achètent, par exemple, vous savez si une femme achète un test de grossesse, si une femme a arrêté de boire du vin, vous savez si elle est enceinte avant ses proches. Est-ce qu'il y a un problème sur le fait de vendre ces données, de vendre ça, y compris à d'autres entreprises? À nouveau, appelez Carrefour. Mais on le fait. Mais monsieur Bélanger,
dis, on le fait, on n'arrête pas de le faire. Madame mais franchement, non, vous ne pouvez pas nous reprocher ça. On essaie désespérément d'avoir quelqu'un sur un problème important. Donc c'est la raison pour laquelle on se permet juste d'interrompre votre pause café. Mais il y a d'autres enseignes. Il y a d'autres enseignes qui veulent peut-être parler. On en parle aussi. Ah bah alors formidable alors. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vous sachiez autant de choses sur vos consommateurs avant même que leurs proches le sachent? Sur le fait que vous sachiez autant de choses sur les consommateurs avant même que leurs proches le sachent. Une femme est enceinte, par exemple, vous le savez avant ses proches. Je regrette que vous n'ayez pas pu avoir d'entretien. Ce que je vous invite, c'est de vous adresser directement à l'enseigne. On aura tout essayé. Carrefour peut tout savoir sur vous, mais vous ne devez pas le savoir. Vous commencez à comprendre comment marche le monde merveilleux du marketing. On a beau insister, les portes restent closes. Consommateurs, vous ne devez pas être au courant. Car pour améliorer le chiffre d'affaires des entreprises, vous payez parfois le prix fort. C'est le deuxième round de notre enquête. Après être entré par effraction dans votre intimité, c'est parfois au niveau du porte-monnaie que le marketing des grandes marques vous agresse, comme un crochet du droit en plein dans la bourse, sans avoir l'air d'y toucher. C'est ce que nous allons vous révéler à propos d'une marque qui vous a fait payer très cher sa stratégie dans le plus grand des secrets. L'une des marques les plus riches au monde, l'entreprise préférée des habitants de la planète Terre depuis 8 ans, Apple. Souvenez-vous, en 2007, Apple lance l'iPhone, le premier téléphone à écran tactile. iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Succès commercial planétaire. En 7 ans, 590 millions d'iPhone sont vendus dans le monde. Rayons de soleil, harmonie des couleurs, paysage à couper le souffle, moment magique gravé dans une mémoire. Apple nous vend l'évasion, le rire, le fun. Avec l'iPhone d'Apple, vous avez un téléphone cool. Vous êtes cool. Tout est cool. En tout cas, en apparence. Car il y a une face cachée du marketing d'Apple, beaucoup moins cool que nous avons découverte, grâce à un document explosif. Un document qui n'aurait jamais dû tomber entre nos mains. Il s'agit d'une note ultra confidentielle qui émane d'un grand opérateur téléphonique français, SFR. 42 pages pour dénoncer les méthodes d'Apple destinées à la Commission européenne à Bruxelles. Rédigé en 2012, ce document détaille pour la première fois comment l'entreprise américaine a dicté ses lois aux opérateurs français au détriment des consommateurs. Pour vous décrypter le document, nous faisons appel à 2 experts. Nicolas Glady, docteur en économie et professeur de marketing, et Benjamin Durier, spécialiste de la téléphonie au magazine 60 millions de consommateurs. Selon eux, quelques-unes des raisons du succès de la firme américaine sont écrites là, noir sur blanc. Et ce n'est pas joli joli. C'est l'envers du décor, c'est les ficelles utilisées par Apple pour asseoir son succès. Elles sont extrêmement brutales. Hein. On n'est pas dans des relations, on n'est pas dans le monde des bisounours quand on lit ce document. Entrons dans le détail de ce que reproche SFR à Apple. Le document décrit précisément les conditions de vente extrêmement contraignantes qu'Apple a imposées par contrat aux opérateurs pour être sûr d'inonder le marché avec ses téléphones. La marque a exigé notamment une présentation privilégiée des produits Apple dans les magasins des opérateurs. Orange, SFR, Bouygues. Au moins jusqu'en 2012, la firme californienne a obligé les opérateurs à accorder la meilleure place dans leurs boutiques aux iPhones. Vous les avez tous vus, ces présentoirs alléchants, bien en vue, dans un espace premium. Dans les points de vente, Orange, SFR, etc., on va voir qu'ils ont un espace dédié. Ils sont en très bonne position. Le niveau auquel vous êtes par rapport à votre regard va avoir un impact, donc il vaut beaucoup mieux être là. Et comme par hasard, on voit que les terminaux Apple sont toujours
au bon niveau pour garantir un maximum de visibilité. Ce n'est pas tout. Le document précise que les opérateurs sont contraints de mettre 2 vendeurs à disposition pour promouvoir les iPhones. Les téléphones d'Apple doivent toujours être les plus favorisés par les opérateurs. Si ce n'est pas fait, le géant américain se réserve le droit de rompre le contrat. L'opérateur, il est quasiment pieds et poings liés face à Apple, il est fliqué. Il doit envoyer des rapports sur tout ce qu'il fait, sur les iPhones qu'il vend, sur la façon dont il les vend. Il doit accepter des contrôles de la part d'Apple sur tous les plans, sur le plan comptable, des contrôles en boutique où on voit que les contrôleurs d'Apple viennent vérifier si les produits Apple sont bien mis en avant. En tout cas, c'est décrit dans le document. Donc effectivement, il y a des relations commerciales qui sont extrêmement brutales, qui sont décrites dans ce document. Et c'est aussi ça qui explique le succès des produits Apple. On est très loin des belles promesses d'Apple à ses débuts. Celles d'une entreprise différente, qui favorise la liberté de penser, opposée au contrôle d'une société orwellienne. En imposant la dictature du cool, Apple a imposé son diktat. La firme interdit même aux opérateurs de faire de la publicité pour d'autres marques que la sienne auprès des Français qui possèdent déjà un iPhone. Apple impose à l'opérateur que durant la durée du contrat, ainsi que 2 ans après son terme, il ne cible par aucune campagne de pub d'une autre marque les clients iPhone. C'est effectivement une clause, une obligation extrêmement choquante. Ça veut dire qu'Apple dit « ma clientèle, une fois qu'elles sont chez moi, c'est chasse gardée, on n'y touche pas. Je vous interdis de leur proposer un autre téléphone, un Nokia, un BlackBerry, un Samsung, ce que vous voulez. Non, il est chez moi, je le garde chez moi. » Et ça ne s'arrête pas là. Pour être sûr d'écouler un maximum d'appareils, Apple a un truc. Obliger par contrat les opérateurs à acheter un nombre d'iPhone considérable, fixé à l'avance par la marque. Pour SFR, c'est 4 millions d'iPhone sur 3 ans. Si les opérateurs ne veulent pas perdre d'argent, ils doivent tout faire pour écouler leur stock. Dans le document que nous nous sommes procurés, SFR reconnaît en effet que cette obligation conduit l'opérateur à se consacrer quasi exclusivement à la promotion des produits Apple. Un responsable de SFR, qui a travaillé sur le dossier, finit par accepter de nous parler, incognito. Le sujet est sensible. Nous lui donnons rendez-vous place des Grands Hommes, à Paris. Pour protéger son anonymat, nous l'appellerons Patrick. Très remonté contre les méthodes d'Apple, il a décidé de casser la loi du silence. On s'est fait tordre le bras. On trouve que la manière dont on a tordu le bras, c'est too much, c'est au-delà de ce qui est acceptable. On vous oblige d'emblée, pour avoir le produit, pour un engagement, d'en acheter un volume considérable. On n'a pas d'autre choix que de les forcer à les revendre par tout moyen. Parce que sinon la perte est énorme. Et donc concrètement, la conséquence, c'est que... Là, vous forcez les gens, vous faites en sorte que les opérateurs deviennent des apostles. Et voici comment les opérateurs français, dont SFR, auraient été contraints par Apple à se transformer en représentants commerciaux du géant américain. D'ailleurs, vous avez remarqué à la fin de toutes ces belles pubs pour l'iPhone, regardez, c'est furtif, là et là. Le logo des opérateurs français. Toutes ces campagnes de promotion qui ont inondé nos écrans pour nous vanter les magnifiques technologies des iPhones ne sont pas payées par Apple, mais par SFR, Bouygues et Orange. Ça aussi, c'est imposé par le géant américain. Vivez l'expérience iPhone 6 avec le super réseau 4G Orange. Orange. Dans nos documents, nous découvrons le montant que SFR doit obligatoirement consacrer aux campagnes marketing pour les produits Apple. 10 millions d'euros par an, juste pour l'iPhone, à la charge de l'opérateur. Ce n'est pas rien. On récapitule. Meilleure place dans les magasins. Stock d'iPhone imposé. Vendeurs à disposition. Publicité. Le hic, c'est que toutes ces obligations au bénéfice d'Apple coûtent très cher aux opérateurs qui ont répercuté ces dépenses sur le prix des forfaits et des téléphones. Au final, c'est le consommateur qui, sans le savoir, a payé l'addition pendant de longues années.
SFR le confesse dans sa note confidentielle. Quelque chose qui doit nous choquer, nous, consommateurs, c'est que ce qui est écrit dans ce document, c'est quelque part qu'on paye tous pour l'iPhone, ou on a tous payé pour l'iPhone. Même les consommateurs, même les abonnés qui n'ont pas acheté d'iPhone ces dernières années ont quelque part tous un peu payé pour l'iPhone parce que les contraintes imposées par Apple ont poussé vers le haut le prix des abonnements mobiles. En tout cas, c'est ce que l'opérateur dit et écrit noir sur blanc dans ce document. Vous avez bien entendu. Vous, nous, possesseurs d'iPhone ou de téléphone d'une marque concurrente, nous avons tous payé le prix du redoutable marketing d'Apple. Mais à quel point exactement avons-nous été pénalisés ? On aurait aimé poser la question à SFR, mais aussi à Bouygues et Orange, qui se sont vus imposer les mêmes conditions. Pas de chance. À chaque fois, c'est la même réaction. Apple ? Apple ? Apple ! Dès que l'on prononce le nom du fabricant de l'iPhone, c'est panique à bord. Du coup, nous nous sommes tournés vers la Commission européenne à Bruxelles, plein d'espoir. La note confidentielle de SFR dénonçant les méthodes d'Apple était destinée à la direction chargée de la concurrence. C'est elle qui fait respecter les lois du marché. Voici son porte-parole. Il accepte une interview pour confirmer que la Commission a bien ouvert une enquête, mais dès que nous demandons des précisions, à nouveau, pas de commentaires. Nous sommes procurés donc la plainte d'un des grands opérateurs. En l'occurrence, c'est une note relative aux pratiques d'Apple en matière de distribution. Je pense que vous le connaissez, ce document. Ça a été déposé sur votre bureau en juin 2012. On se rend compte que l'opérateur... Je ne m'exprimerai pas sur un document qui... c'est le vôtre qu'il arrive. Supposément arrivé sur le bureau de la Commission, mais je ne peux pas le confirmer. Je peux vous le donner, parce que nous, on le sait qu'il est arrivé sur votre bureau. Je ne peux pas le confirmer, donc je ne peux pas m'exprimer sur... Bon, alors, moi, je vous dis quand même ce qu'il y a dedans. L'opérateur... Non, je ne m'exprime pas sur un document qui, supposément, selon vous, a été remis à la Commission, mais ça n'est pas à la Commission de rendre public ou non le fait que telle ou telle entreprise ait choisi d'apporter des informations. C'est pour ça que je vous dis, on va dire que c'est l'opérateur, on va pas dire que c'est SFR. On va dire que c'est l'opérateur. D'après nos informations, c'est effectivement SFR. Je ne peux pas m'exprimer sur ce document. Mais c'est un document que vous connaissez, c'est pas un document... Je ne peux pas m'exprimer sur ce document. Nous avons beau insister, rien n'y fait. SFR, qui n'a sans doute pas très envie que ses clients découvrent qu'ils ont financé eux-mêmes le marketing d'Apple, a demandé à la Commission de garder son document secret. Est-ce qu'il y a une question parmi toutes celles-ci que vous pouvez commenter ? Non, aucune. Apple n'a-t-il pas abusé des consommateurs en imposant de telles contraintes marketing ? N'avons-nous pas payé très cher le prix de sa réussite commerciale ? Nous tentons d'obtenir une interview avec le géant américain. Mais avec les journalistes, c'est toujours la même politique. No. Nos espoirs se reportent donc sur Pascal Cagny, cet homme, un Français. Patron d'Apple Europe pendant 12 ans, il a assuré le succès de l'iPhone en France, toujours prêt à parler dans les médias de la réussite d'Apple. Dès qu'on dit le mot Apple, Pascal Cagny, vous vibrez. Mais bien sûr, et pourquoi ne pas le revendiquer quand, on y a réussi formidablement bien. La force d'Apple, c'est de pouvoir intégrer l'écosystème. Il n'y a pas de doute que l'annonce de hier soir, Apple Pay, est extrêmement forte. Donc la croissance devant Apple est énorme. Et puis surtout, on va le rendre beaucoup plus simple. Ça, c'est la vraie annonce, avec une application concrète chez les McDo de ce monde, chez les Staples et chez l'Apple Store. On comprend pas tout, mais c'est sûr, Apple, c'est sa pomme d'amour à Pascal. Mais quand on évoque par mail une interview sur les contrats commerciaux de la marque, c'est no. Nous apprenons que de l'autre côté de la Manche, Pascal Cagny doit intervenir dans une conférence ouverte à la presse. Allez hop, sautons dans un cab. Cela se passe à quelques pas de la City. Les invités, des entrepreneurs du monde entier. Et nous, donc. Le voici, Pascal Cagny, en chair et en os. Il ne travaille plus pour Apple, mais il en parle encore et encore. So I think the beauty of what happens is that we ignite an amazing mobile revolution. What you have today is an amazing ecosystem at the level of the world. You've got 800 million iTunes accounts, more than 400 million of iOS devices. Voilà, c'est fini. Tentons notre chance. Devin, Bonjour, Monsieur Cagny. Élise Lucet, France 2. Je vous entendais parler d'Apple. Vous y avez passé 13 ans. Vous avez
permis à la compagnie de faire beaucoup de bénéfices. J'imagine que vous êtes fier de ce parcours. C'est une tare de faire des bénéfices? Pas du tout. Non, je vous demandais si vous étiez fier de votre parcours. De mon parcours de Français qui travaille une boîte ricaine, absolument. Bon, donc vous êtes fier de ce parcours. Est-ce que vous connaissez ces documents confidentiels? Parce que vous vous occupiez particulièrement de l'Europe, je me trompe pas. Hein. Est-ce que vous connaissez ces documents confidentiels qui détaillent les conditions qui ont été imposées par Apple aux opérateurs français entre 2008 et 2012? Vous étiez à Apple à ce moment-là, 2008-2012, vous êtes parti en 2012? Ça s'appelle un guet-apens, j'étais rêvant. Non, pas du tout, c'est pas un guet-apens, c'est une interview. Vous voulez pas répondre à mon interview? Mais pourquoi vous voulez pas répondre, monsieur Cagny? Pourquoi vous voulez pas répondre à mon interview? Mais pourquoi ça vous gêne, ces documents? Vous devez savoir de quoi je parle, puisque de 2008 à 2012, vous étiez en charge de l'Europe à Apple, donc vous devez savoir de quoi je parle. Bah, vous ne fermez pas la porte-nez. Vous devez savoir de quoi je... Mais pourquoi c'est inadmissible? On cherche... C'est pas du journalisme. Bah si, c'est du journalisme. On a des documents confidentiels. Oh, monsieur, vous pouvez pas... Mais vous pouvez pas faire une chose pareille, enfin. Ça s'appelle... Franchement. J'ai le plus grand respect pour ce que vous faites des choses comme ça, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai le plus grand respect pour ce que vous faites, mais là, franchement, je comprends pas que vous agissiez comme ça. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Vous pouvez. Est-ce qu'on peut vous poser des questions au calme, dans une interview, lors d'une interview, tranquillement? Je vous le demande très... Mais je vous demande très poliment. Mais monsieur Cagny, je vous agresse pas. Pendant de longues minutes, nous expliquons notre démarche à Pascal Cagny. Lui rappelons les refus d'interview et proposons une nouvelle date. Rien n'y fait. L'ex-dirigeant d'Apple demande à la sécurité de nous mettre à la porte. Nous avons également relancé la communication du groupe. En vain. Pour le cool, la liberté de penser ou d'échanger, faudra repasser. À défaut de nous répondre, Apple devra s'expliquer devant la justice française. Fin 2014, le ministère de l'Économie et des Finances attaque l'entreprise pour clause abusive. Nous avons récupéré la plainte. L'enquête des services de Bercy confirme toutes nos informations. L'achat des 4 millions d'iPhones imposés, les dépenses publicitaires obligatoires, la mise en avant des iPhones dans les boutiques. Bercy demande au tribunal de condamner Apple au remboursement de 14 millions d'euros à SFR. Le ministère réclame aussi une amende de 2 millions d'euros pour trouble à l'ordre public économique. En d'autres termes, les dommages causés aux consommateurs. C'est désormais à la justice de conclure. Ah, partir loin, tout quitter. Après toutes ces découvertes sur les secrets du marketing des grandes marques, nous avions besoin d'un peu de repos. Non. Vous nous avez cru? Allez, prenez quand même votre crème solaire. On vous emmène en reportage. Cette fois, notre enquête va nous conduire de l'autre côté de la planète. C'est le dernier round, celui qui pourrait vraiment vous mettre KO. Quand une stratégie marketing peut porter atteinte à la santé des consommateurs. Apporter des produits sains au plus grand nombre, en matière de communication, c'est le credo d'une grande marque bien de chez nous, Danone. 我们相信健康是一个整体概念。Ficheriket Danone, nos comprometemos a trabajar por la salud de todos. Kami percaya bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan tumbuh dengan planet yang sehat. Bonne année. 新年快乐. Selamat tahun baru. Я вам желаю счастливого Нового года. Merci et bonne santé surtout. La santé pour tous, c'est la promesse de Danone. Et pourtant, partout dans le monde, Danone a accepté de payer d'énormes dommages et intérêts pour des allégations de santé mensongères à propos de ses produits laitiers. Montant total, 21 millions de dollars, payés dans 39 États. Aux États-Unis, Danone verse 21 millions de dollars aux consommateurs pour publicité mensongère sur les yaourts Activia, censés améliorer la digestion. Une restauratrice explique qu'elle a décidé de manger des yaourts Activia pendant 2 semaines en 2006, car elle avait des problèmes de digestion. Ça ne m'a rien fait du tout. C'est ridicule. Ils disent que c'est bon pour la santé pour nous faire payer plus cher. Si on ne peut pas croire Danone, qui croire? Au Canada, l'entreprise française se fait attaquer pour les mêmes raisons. Règlement à l'amiable, 1 700 000 dollars. Au Royaume-Uni, la publicité pour Actimel, jugée mensongère, est interdite. En Turquie, Danone est également épinglé.
Sur les emballages de ces boîtes de lait en poudre pour bébés, le groupe affiche les logos de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, histoire d'obtenir la confiance des consommateurs. Problème, les deux organisations ne sont pas au courant. Elles demandent à Danone de retirer les logos. En Chine, le leader mondial des produits laitiers serait allé encore plus loin. Un nouveau scandale de lait en poudre. Il s'agit cette fois de corruption dans les hôpitaux. Un informateur anonyme a révélé des documents qui montrent que Dumex a versé des pots de vin à des hôpitaux dans 7 provinces en Chine. Des documents confidentiels attestent qu'une filiale de Danone a payé des médecins pour accroître les ventes de lait en poudre pour les nourrissons. L'entreprise est condamnée pour corruption. Pour vendre des produits Danone, les hanches de Shakira ne mentent pas. Mais il en serait autrement pour la stratégie marketing du groupe. Activia de Danone, votre bien-être commence à l'intérieur. Bienvenue en Indonésie. Pour l'instant, ce n'est pas trop cocotier et sable fin, mais plutôt gaz d'échappement et jungle de béton. En Indonésie, la natalité est forte. Avec plus de 4 millions de nouveau-nés par an, Danone a flairé un formidable marché. Ici, Sari Usada, la filiale locale de l'entreprise française, a lancé une gamme de produits pour les nourrissons. Du lait en poudre, commercialisé sous le nom SGM. Dans les supermarchés, ça donne ces images surprenantes. Des rayons entiers de lait en poudre sur 7 étages. D'ailleurs, des hôtesses aux couleurs des marques vous conseillent sur les produits. Le lait en poudre a envahi les rayons des grandes surfaces, des supérettes, des épiceries de quartier. Danone met le paquet dans les magasins, car officiellement, la promotion pour le lait en poudre à destination des nourrissons est interdite en Indonésie. À l'origine de cette interdiction, le scandale du lait infantile, qui éclate à la fin des années 70. C'est alors Nestlé qui est accusé de faire la promotion du lait en poudre dans des pays où l'eau utilisée pour les biberons peut entraîner la mort des nourrissons. Le Sénat américain mène l'enquête, comme ce jour de 1978 où le sénateur Ted Kennedy interroge le patron de Nestlé de l'époque. Pouvez-vous convenir avec moi que votre produit ne devrait pas être utilisé là où l'eau n'est pas potable? Oui ou non? On donne toutes les recommandations. Répondez s'il vous plaît. Bien sûr que non. Ma dernière question. Quelle est la responsabilité de votre entreprise quand on voit le résultat de la consommation de vos produits dans les pays en développement? Est-ce que vous avez une responsabilité? Non, on ne peut pas porter cette responsabilité, monsieur. Aucune responsabilité? Non. Au début des années 80, la communauté internationale se mobilise. L'Organisation mondiale de la santé édicte un code de commercialisation du lait en poudre à destination des pays et des industriels. Son article 5 interdit la publicité et la promotion du lait en poudre pour les nourrissons. « 35 ans plus tard, le problème est toujours là. Il ne faut pas beaucoup de temps dans les bidonvilles du nord de Jakarta pour trouver des nouveau-nés qui souffrent de malnutrition à cause de la consommation du lait en poudre. Dans ces quartiers cachés, oubliés, abandonnés, la population vit de petits boulots, trie les ordures, vend à la sauvette. La terre est encore humide. C'est la saison des pluies et la rivière polluée à une vingtaine de mètres, égout géant à ciel ouvert, déborde régulièrement. Au détour d'une ruelle, nous rencontrons Madame As, sa belle-fille, Dowie, et sa petite-fille. Elles habitent dans cette minuscule baraque de fortune. Dowie est très inquiète. Sa fille a 2 ans, elle est malade en permanence. Elle pèse combien? 4,5 kg. 4,5 kg? C'est ce qu'ils m'ont dit au centre de santé. C'est quand la dernière fois que vous l'avez pesée? Quand elle était malade. Elle était malade? Elle est malade sans arrêt.
Sans arrêt? Oui, elle a souvent de la fièvre. Elle ne marche toujours pas. Pourquoi est-elle toujours malade? Elle va bien une semaine et après elle est de nouveau malade. Hier, elle était en forme. Aujourd'hui, ça recommence. Elle vomit, elle a la diarrhée. À sa naissance, les médecins ont donné du lait SGM de Danone à la petite fille contre l'avis de sa mère. Depuis, la famille doit acheter 3 boîtes de lait en poudre par semaine. Mais Dewey ne travaille pas. Son mari seulement de temps en temps. Ils peuvent tout juste se permettre d'acheter une boîte. Alors, comme la plupart des familles pauvres, avec la poudre, ils mettent plus d'eau que ce qui est recommandé. Ou bien ils trouvent autre chose. Qu'est-ce qu'elle boit sinon? On lui donne du thé, de l'eau, et oui, du lait concentré, car ça coûte vraiment pas cher. Et que dit le médecin sur son état de santé? Il dit qu'il faut l'hospitaliser. Elle manque de vitamines. Elle souffre de malnutrition. On nous l'a dit au centre de santé. Qui vous a dit ça? La sage-femme. Comme la petite fille de Dewey, des milliers d'enfants en Indonésie souffrent de malnutrition. En cause, la consommation de lait en poudre. Dans les familles pauvres, le lait trop dilué est responsable de diarrhée à répétition ou de maladies. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement au sein les 6 premiers mois. Mais le nombre de femmes qui le pratiquent diminue. Moins d'1 maman sur 3 aujourd'hui en Indonésie. Le lait en poudre est en train de gagner la bataille. Et Danone se taille la part du lion. Le marché du lait en poudre fait grimper son chiffre d'affaires. Dans le pays, il atteint 1 milliard d'euros. Dans un bidonville du centre de Jakarta, nous rencontrons une autre jeune mère de famille. Elle n'en voulait pas du lait SGM, mais le médecin lui a forcé la main. Que s'est-il passé? Après la césarienne, le médecin nous a menti tout le temps. Il nous disait « Tenez-vous prête, vous allez allaiter ». Mais en fait, il lui avait déjà donné du lait SGM. Quand on a quitté l'hôpital, mon bébé a refusé de téter. Alors j'ai continué à lui donner du lait SGM. Pourquoi dites-vous qu'on vous a menti? À l'hôpital, le personnel ne vous laisse pas allaiter. Il donne seulement du lait SGM. Dès la naissance, les médecins ne donnent que ce lait. C'est loin d'être anodin. Lorsque les femmes arrêtent d'allaiter, leur corps cesse de produire du lait. Elles n'ont alors pas d'autre choix que de continuer à acheter du lait en poudre. En ville, comme dans les campagnes reculées, lorsque nous rencontrons une femme qui nourrit son enfant avec du lait Danone, que nous lui demandons s'il a des problèmes de santé, la réponse n'est jamais précise, mais elle est souvent la même. Au bout de 2 mois de consommation de lait en poudre, son poids a diminué. Regardez, il est vraiment tout maigre. Il n'a pas de ventre. Et puis nous rencontrons une vieille femme discrète qui se tient à l'écart. Esti, notre traductrice, se rapproche pour poser quelques questions. Elle s'appelle Ibu Isha. Elle paraît choquée. Il y a 1 semaine, son petit-fils a été emmené à l'hôpital. L'enfant est déshydraté, trop faible. Mais les soins arrivent trop tard. Le petit garçon est mort il y a 5 jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui encore, dans le monde, 1,5 million de nouveau-nés meurent chaque année des effets directs ou indirects de l'alimentation au biberon. Dans le centre-ville de Jakarta, l'hôpital San Carolus. Ici, le bruit des klaxons laisse la place au pas feutré d'une pédiatre très réputée, le docteur Utami Rusli. Un sourire aussi large que la monture de ses lunettes. Dans l'unité de soins intensifs pour les nouveau-nés, le docteur Utami Rusli prend soin de ses patients comme de ses propres enfants. Votre enfant va mieux aujourd'hui. Comment s'est passé l'allaitement?
Vous avez donné quel sein? Les deux. Vous avez pris du lacticide? Ça a fonctionné tout à l'heure? Oui, ça a bien marché. Depuis 30 ans, elle parcourt l'Indonésie pour rencontrer parents, médecins, sages-femmes et les alerter sur les dangers du lait en poudre. Son combat n'est pas idéologique. Dans un pays où l'accès aux soins est difficile, il s'agit juste de sauver des vies. La santé des enfants nourris avec du lait en poudre est plus fragile. Si vous n'allaitez pas, si vous donnez du lait en poudre, alors le risque de pneumonie augmente de 16,7%. Le risque de diarrhée augmente de 45%. Et ce n'est pas tout. En 2008, il a été démontré que si vous n'allaitez pas, que vous donnez du lait en poudre, le risque de mourir d'une pneumonie est 50 fois supérieur. 50 fois? Si vous donnez du lait en poudre. Pour le médecin, le problème, c'est le personnel médical et surtout les sages-femmes qui travaillent de concert avec l'industrie. Certaines vendent le lait en poudre comme dans des supermarchés. L'autre jour, dans l'est du pays, j'ai rencontré 500 sages-femmes à une conférence. Certaines ne réalisent pas qu'elles sont manipulées par les fabricants de lait. Une sage-femme a même pris la parole pour avouer devant tout le monde qu'elle ne savait pas que c'était mauvais pour la santé. Voilà l'arme secrète du marketing des multinationales du lait en poudre comme Danone, les sages-femmes. C'est ce que nous avons découvert en partant à la rencontre de plusieurs d'entre elles. Dans le centre de l'île de Java, au milieu des rizières, nous avons rendez-vous dans la clinique de Nani. Bonjour, comment allez-vous? Cette sage-femme joviale a fini sa formation universitaire il n'y a pas très longtemps. Très fière, elle nous fait faire le tour du propriétaire. C'est une chambre pour les femmes qui viennent d'accoucher. Les patientes se mettent là. Et ça, c'est un incubateur pour les bébés. La clinique est très bien équipée. Sur les murs, nous remarquons des posters siglés Sari Usada, la filiale de Danone, ainsi que du matériel comme ce porte-ustensile, également aux couleurs de la marque. Le matériel où il y a des logos comme celui-ci, ce sont des achats ou des cadeaux que l'on vous a faits? Non, ça c'est un cadeau. Ah, c'est Sari Usada qui lui a donné. C'est un cadeau de l'entreprise. C'est un cadeau. C'est gratuit. Gratuit. Enfin, pas vraiment. En échange de ces cadeaux, mais aussi d'un soutien financier, la sage-femme transmet à Danone les noms et les numéros de téléphone de ses patientes. Et ce n'est pas tout. Elle se transforme aussi elle-même en agent commercial. J'ai un contrat avec Sari Usada. Je dois vendre 10 boîtes de compléments alimentaires pour femmes enceintes par mois pendant 1 an. Si j'atteins mes objectifs, Sari Usada verse toute la somme correspondant à mes frais de scolarité à l'université. J'entretiens de très bonnes relations avec Sari Usada. Depuis 2004, il finance mes classes pour les femmes enceintes. Il me donne du lait pour les femmes enceintes. Et il finance les cours de gym pour les femmes enceintes. Nani est ravie de son partenariat avec Danone. Elle est très fière de nous montrer le diplôme reçu après un séminaire organisé par Sari Usada. Le nom du programme? Les 1000 premiers jours de nutrition. Pile la cible du lait en poudre Danone. Payer les formations des sages-femmes, une bonne manière de se les mettre dans la poche. Mais parfois, les techniques commerciales de la marque vont encore plus loin.
C'est ce que nous apprenons en partant à la rencontre d'une autre sage-femme. Elle préfère témoigner à visage caché, de peur de représailles du ministère de la Santé. Elle affirme recevoir des récompenses de Danone si elle vend un certain nombre de boîtes de lait en poudre pour nourrissons. Vous avez des objectifs de vente pour le lait de 0 à 6 mois? Oui, il y a des objectifs pour avoir des bourses d'études, aller en séminaire. Mais pour quel genre de produit? Pour les femmes enceintes? Pour celles qui allaitent? Pas pour les femmes enceintes, pour celles qui allaitent des enfants de 0 à 6 mois. Pour atteindre ces objectifs, les commerciaux de Danone auraient soufflé une technique à cette sage-femme. Glisser une boîte de lait en poudre SGM dans un petit sac qu'elle offre après l'accouchement. Vous avez des objectifs mensuels? Les objectifs sont en général de 20 boîtes. Parce que si on leur donne dès le départ du lait SGM, ensuite elles continueront chez elles. On donne une boîte, après la personne peut en racheter. Expliquez-moi. Vous ne comprenez pas? Si on fait connaître au patient le lait en poudre SGM automatiquement, en rentrant chez lui, c'est ce lait qu'il achètera. Elle aurait reçu beaucoup de cadeaux de la part de Sariou Sada, notamment un pèlerinage à la Mecque il y a 4 ans. Pourtant, le code de l'OMS condamne cette pratique. Les industriels ne doivent pas offrir des cadeaux ou donner de l'argent en échange de la promotion du lait en poudre. Aujourd'hui, la loi indonésienne l'interdit également. Alors Danone prendrait des précautions. Vous recevez des engagements écrits et signés de la part de Sariou Sada? Non, tout se fait à l'oral. Il nous demande ce dont on a besoin, ce que nous voulons, mais jamais sous la forme d'un dossier. Les sages-femmes ont toujours besoin d'outils de travail. Moi, par exemple, j'avais besoin d'un lit d'accouchement. Ils demandent aux sages-femmes ce dont elles ont besoin. Ça nous arrive de l'écrire, mais ce n'est pas conservé comme étant un contrat. Ce n'est pas considéré comme la preuve d'une quelconque promesse. Après, on déchire le papier et c'est terminé. Rien n'est écrit, ou seulement sur une feuille volante. Par exemple, si j'ai besoin d'un lit, je l'écris. Si j'ai besoin d'un ordinateur ou d'un écran, on me le donne directement. Danone n'a pas le droit de faire de la publicité pour son lait en poudre, mais pousserait les sages-femmes à faire elles-mêmes la promotion du produit phare. Un joli coup de billard à 3 bandes. De retour à Jakarta, nous rencontrons une association de femmes qui se bat depuis 8 ans pour l'allaitement maternel. Tassia, Nia, Diba et Mia sont les fondatrices. Avocates ou chargées de communication, plutôt working girls que desperate housewives, elles mènent de front leur carrière, leur vie de famille et leur combat. Il y a 2 ans, Tassia reçoit un appel d'un homme qui dit travailler pour Danone dans la région de Bandung, où nous avons filmé. L'homme lui confie des documents internes à l'entreprise. Des documents qui révèlent un suivi implacable des sages-femmes par la multinationale française. C'est un fichier avec le nom du commercial et là, le nom des sages-femmes. Il donne aussi de l'argent aux sages-femmes. Il donne de l'argent, des réfrigérateurs, des équipements médicaux. Regardez, tout est écrit ici. Là, c'est un réfrigérateur, là, un ordinateur, là, une télé 32 pouces LG. Voilà ce que les sages-femmes reçoivent. En fait, ça montre que Sariou Sada a surveillé de près les sages-femmes, oui, malgré la réglementation. L'entreprise se dit, il faut faire très attention. Officiellement, on ne peut pas enfreindre la loi, mais on peut trouver des failles dans la réglementation pour vendre notre produit. S'il y a encore un doute sur la stratégie de Danone de transformer les sages-femmes en ambassadrices de la marque, nous allons avoir une ultime confirmation. Le commercial de Sariou Sada, qui s'occupe de la région où nous avons filmé, refuse de nous rencontrer. Mais il accepte de nous parler par téléphone. Ce que je vends le plus aux sages-femmes, c'est le lait SGM de 0 à 6 mois. Et puis aussi le 6-12 mois. Pourquoi vous vous intéressez particulièrement aux sages-femmes? En général, les gens font plus confiance aux sages-femmes et au personnel médical. Nous, Sariou Sada, on mise sur les sages-femmes. On leur apporte des échantillons, de petits échantillons.
On espère ensuite que les mamans achèteront le produit dans les supermarchés. C'est ça notre objectif. C'est comme ça. Et ça marche. Les ventes de lait en poudre augmentent avec des conséquences tragiques sur la santé des petits Indonésiens. Avant de quitter le pays, nous nous rendons au cœur de Jakarta, dans un quartier populaire. Indun ne travaille pas. Son mari, Sofiane, gagne 800 000 roupies par mois, soit un peu moins de 60 €. La moitié part dans le loyer de cette minuscule pièce de 6 mètres carrés, aux murs humides. Le lait en poudre SGM, qu'ils donnent à leur fils depuis qu'il a 4 mois, leur coûte un quart de ce qu'ils gagnent. Alors ils doivent faire appel à la générosité de leurs proches pour manger tous les jours. Jabar, leur fils, aura 2 ans demain. Et pour son anniversaire, Jabar est malade, comme toujours. Il n'a pas d'appétit. Peut-être parce qu'il est fatigué. Il mange vraiment très peu. Il a de la fièvre? Il en avait ce matin et oui, hier soir aussi. Il n'a pas dormi cette nuit à cause de la fièvre. Il y a 10 jours, Jabar a subi une opération a priori bénigne, mais à cause de la malnutrition, il y a des complications. La peau lui collait aux os. Du coup, les médecins cherchaient à quel endroit lui faire une piqûre pour l'anesthésier. Ils ont essayé dans la cuisse, puis au niveau de l'aine, mais ils n'y arrivaient pas. Ils ont fini par y arriver au niveau du pied et ils l'ont tout de suite opéré. Quelques minutes après notre interview, les parents de Jabar décident de partir de toute urgence à l'hôpital. L'enfant ne se remet pas de son opération. Il est déshydraté. Son état empire. À l'hôpital, le petit garçon est pris en charge. Nous filmons avec une caméra cachée. Il va devoir être hospitalisé ou on va pouvoir rentrer? Je conseille de l'hospitaliser. On ne peut pas lui donner un traitement à la maison? S'il rentre à la maison, je crains qu'il ne fasse une déshydratation sévère comme la dernière fois. Il vaut mieux que nous anticipions dès maintenant. D'accord. Combien de temps à peu près doit-il rester? Je ne peux pas dire. C'est le pédiatre qui répondra. Ça veut dire qu'il va passer la nuit ici? C'est parce qu'il boit du lait en poudre depuis tout petit, c'est ça? Les enfants qui prennent du lait en poudre sont plus souvent malades que les enfants qui prennent exclusivement le sein. Un peu plus tard, nous entendons les médecins s'interroger sur le sort de Jabar. La déshydratation est extrême. Sa vie ne tient alors plus qu'à un fil. Mais cette nuit-là, grâce aux médecins, le fil ne rompra pas. On aurait bien aimé parler à Danone de Jabar et de sa stratégie marketing en Indonésie auprès des sages-femmes. Mais nous avons beau multiplier les demandes d'interview auprès de la communication du groupe, n'est pas disponible pour le moment. Nous n'obtiendrons rien d'autre qu'un tout petit courriel qui stipule « Nous avons en effet bien reçu votre demande. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir y donner suite. Bien cordialement, Charlotte Pasternak. » La direction de Danone est-elle au courant de notre demande? Ou la communication fait-elle barrage? Gonflés à bloc, nous prenons la direction du siège de l'entreprise, installée dans une ancienne banque, au centre de Paris. Puisque Danone refuse de nous recevoir, nous apportons les photos de Jabar et des autres petits consommateurs de lait en poudre Danone, souffrant de malnutrition, devant les fenêtres du directeur général, Emmanuel Faber, avec l'espoir de susciter une rencontre. C'est derrière ces fenêtres, à gauche, que sont prises les grandes décisions stratégiques du leader mondial des produits laitiers. Bonjour, c'est Cache Investigation. On voudrait interviewer Monsieur Faber. Vous pouvez poser la question? Vous êtes du service de communication?
Bonjour, c'est France 2, Cache Investigation. On voudrait interviewer Monsieur Faber. Ils sont un peu effrayés aux étages de la direction. Notre sujet semble couper la voix des salariés du groupe. Pour être bien sûr de faire passer notre message, nous avons écrit un courrier avec nos questions pour le patron de la firme. Bonjour monsieur, vous travaillez chez Danone? Non. Je peux vous demander de remettre cette lettre à Monsieur Faber? Ah, vous êtes un client, d'accord. Est-ce que je peux vous demander de remettre cette lettre à Monsieur Faber? J'ai peur d'être obligé de refuser, madame. Pourquoi donc? Service sécurité. Oui, et alors? Bon, je vais la donner à mon supérieur. Je vais faire oui, Monsieur Faber, mais directeur général. Ça va remonter, ça va passer par... Super. Merci, vous êtes très aimable, monsieur. Merci beaucoup. Ça remonte partout, mais ça ne redescend pas. Nous abattons une dernière carte. Ah, il y a une dame, super. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de chez Danone, monsieur? Non, s'il vous plaît. Bonjour, vous êtes de chez Danone? Vous êtes du service communication? Ah, formidable. Vous êtes Madame Pasternak? Non, mais vous êtes une de ses assistantes? Non, mais attendez, est-ce que vous pouvez au moins transmettre cette lettre à Monsieur Faber? C'était transmis. Parce que c'est important, c'est quand même des enfants qui se retrouvent en situation de dénutrition extrêmement grave. Très bien, écoutez, j'entends. On prend votre point, on va transmettre le message. Oui, mais jusqu'alors, vous nous répondez pas d'interview, bien cordialement. Si, non, mais on va répondre. Enfin, vous avez des engagements, vous avez une charte. Merci. Merci, non ou... Non, on va transmettre, je vous dis, on va transmettre. D'accord. Vous allez transmettre à qui? À Monsieur Faber? Oui. Nous, on est là, ou on monte dans son bureau s'il veut. Ah bah, écoutez, il n'y a pas de souci, on est disponible. Enfin, ça fait des semaines d'ailleurs qu'on est disponible. Ok, bah, je le dis. Merci. Merci. Merci, monsieur. Rien n'y fait. Nous avons beau être cordiaux, la seule réponse du groupe, baisser les rideaux face à la photo de Djabar et face à nos questions. Comme s'il était urgent de jeter un voile sur certaines stratégies de l'entreprise. Après notre visite, Danone refuse à nouveau de répondre à notre demande d'interview. Dans un courrier, le groupe affirme que ses principes de conduite des affaires sont rigoureux et transparents. Quelques semaines plus tard, un colloque dans les locaux du quotidien Le Monde. Le voici enfin, Emmanuel Faber. Le directeur général de Danone participe aujourd'hui à une conférence. Le thème, comment les entreprises peuvent lutter contre la pauvreté. Mais pas de chance, les caméras ne sont pas autorisées. Nous filmons discrètement. Cela fait des mois que l'on attend. Alors cette fois, pas question de le rater. Bonjour, Monsieur Faber. Élise Lucet, Cache Investigation France 2. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Ça fait très longtemps qu'on cherche à vous rencontrer. Je voulais vous poser des questions parce qu'on a enquêté en Indonésie et on a découvert votre stratégie de marketing qui incite les jeunes femmes à donner votre lait en poudre aux jeunes, à leurs bébés. Or, ça les met en danger, ça met leur santé en danger. On essaie de vous interviewer là-dessus depuis des mois. Je voudrais avoir, s'il vous plaît, une interview avec vous tranquillement, si c'est possible. Monsieur Faber, ça met les enfants en danger. Mais on a tout fait, Monsieur Faber. On a contacté votre service de communication. On est même venu avec des ballons devant votre siège. Je vais vous montrer la photo de cet enfant. Cet enfant a 2 ans. Elle pèse 4,5 kg, je vois, oui. Je suis désolé, madame. Mais moi aussi, je suis désolée. Mais c'est trop important pour que vous ne nous répondiez pas. Cet enfant-là, elle a 2 ans, elle pèse 4,5 kg. En France, elle devrait peser 15 kg. Vous vous défilez, en fait. Non, pas du tout, mais si, je on se rencontre juste comme ça. Je suis dans la rue et c'est dangereux, ne restez pas. Non, c'est pas du tout dangereux. Ça fait des mois qu'on essaie de vous interviewer. En fait, vous n'assumez pas vos responsabilités. Monsieur Faber? Pendant un an, notre plongée dans les profondeurs du marketing a révélé ce que certaines entreprises voudraient cacher à tout prix. Un marketing intrusif, sans limite, qui abuse de notre confiance. Après notre interview, la CNIL a contrôlé Mediapost, la filiale de la Poste qui commercialise nos données. L'enquête est en cours. La justice doit bientôt trancher sur les pratiques commerciales d'Apple qui ne souhaite toujours pas rendre de compte aux consommateurs. Quant à Danone, impossible de savoir si l'entreprise française va changer de technique commerciale en Indonésie.
Enfin, nous avons eu des nouvelles de Jabbar. Le petit garçon hospitalisé en urgence est rentré chez lui et pour l'instant, il se porte mieux.